Même étant innocent, je suis persuadé que je serai condamné parce qu'il y a eu trop d'accusations fausses, de faux témoignages. Si j'étais condamné, de toute façon, je mettrais fin à mes jours immédiatement. La justice est-elle sourde? Pierre Chanal avait prévenu plutôt mourir que d'être jugé. Pierre Chanal, l'adjudant Chanal, soupçonné de 8 assassinats dans la fameuse affaire des disparus de Mourmelon. Le 13 octobre 2003, il devait être jugé enfin par la cour d'assises de Reims pour 3 meurtres. Celui de Trevor O'Keefe, de Patrick Gache et de Patrice Denis. Le procès n'a duré qu'une journée. Pierre Chanal s'est suicidé au nez et à la barbe des policiers qui étaient chargés de le garder. Ça faisait plus de 20 ans qu'on attendait de le voir dans le box des accusés. Il n'y aura pas de procès Chanal. Les familles ne sauront jamais quand et comment ont disparu leurs enfants. C'est le dernier scellé de l'affaire Chanal. Celui qui clôt la chambre où l'ex-adjudant s'est donné la mort la nuit dernière. Un geste minutieusement préparé. Il avait replié sur lui son drap et son couvre-lit de façon à faire édredon, ce qui fait que l'hémorragie était invisible. La seule façon pour lui qu'il n'y ait pas de procès, il l'avait compris, ça n'était pas d'être absent à son procès, c'était d'être mort. C'est quelqu'un qui veut absolument dominer les choses, qui veut absolument décider lui de ce qui se passe. Et la justice a accepté son jeu et a subi son chantage. Si vous ajoutez un dossier difficile, des juges qui ne sont pas des juges de bonne qualité, des experts qui sont des experts malhonnêtes, des gendarmes qui veulent trop bien faire, vous arrivez à un procès raté, vous arrivez à une justice injuste, puisque c'est une justice qui n'existe pas. Pierre Chanal restera à jamais présumé innocent. André Buffard, vous avez été l'avocat de Pierre Chanal. L'êtes-vous encore? Oui, j'ai défendu un homme, j'ai défendu aussi une cause et je pense que tant qu'elle sera remise en question, j'aurai sans doute mon mot à dire. Il vous avait dit qu'il allait se suicider? Oui, il me l'avait dit, il l'avait dit à de nombreuses reprises et je l'avais dit. Je crois que j'ai eu un avantage sur tous les autres dans cette affaire et tous ceux qui s'expriment, c'est que je l'ai vu, je l'ai côtoyé au cours des dernières années, mais surtout des derniers mois, des dernières semaines et même des dernières heures qui ont précédé son suicide. J'ai côtoyé quelqu'un qui était dans la souffrance, quelqu'un qui était désespéré et ce geste, en ce qui me concerne, tout le monde peut avoir son opinion, je l'interprète d'abord et surtout comme un geste de désespoir. Au cours de son impossible procès, Pierre Chanal devait notamment répondre de l'enlèvement et de l'assassinat de Patrice Denis. Patrice Denis avait 20 ans, il a disparu le 23 août 85. Et maintenant que Chanal est mort, la famille Denis ne connaîtra jamais la vérité sur la disparition de Patrice. Qu'attendiez-vous du procès de Pierre Chanal? Karine? Une vraie explication. J'attendais une vraie décision de justice, parce qu'on a beaucoup dit la vérité, on la connaîtra jamais. Ça, c'est pas vrai. La vérité, on la connaît. Les rapports d'experts, on les a. Les témoignages, ils ont été entendus, donc on les avait. Gilles, qu'attendiez-vous de ce procès? Peut-être un petit peu naïvement, j'espérais qu'il y ait un déclic au cours du procès, que Chanal, qui avait construit un mur autour de peut-être craque ou décide. Bon, ça, on ne l'a pas obtenu. Parce que l'espoir qu'il y avait derrière, c'était qu'ils disent où étaient les corps? Où étaient les corps et ce qui s'est passé dans son véhicule. Moi, j'entends dans vos mots que pour vous, il ne faisait aucun doute que le coupable, c'était lui. Il ne fait aucun doute, au vu du travail des enquêteurs et de la justice, au vu des preuves qui étaient accumulées, il ne fait aucun doute, absolument. Les preuves sont là. Une partie des preuves. Si la justice avait mieux travaillé, il y en aurait sûrement plus. Aujourd'hui, globalement, vous pensez quoi de la justice française? Aucun bien, ça c'est clair. Aucun bien. Pierre Chanal a donc emporté dans sa mort les clés de ce qu'on a appelé le mystère de Mourmelon, ce triangle de quelques kilomètres carrés en Champagne, où de 1980 à 1987 disparaissent 8 jeunes garçons d'une vingtaine d'années. La plupart faisaient leur service militaire, tous faisaient du stop sur les bords d'une route nationale. On a perdu leurs traces du jour au lendemain, sans aucune explication. Et pendant des années, l'armée et la justice ne veulent pas voir l'évidence. Il n'y a pas d'affaire de Mourmelon. Ce sont des fugues, des désertions, des cas isolés, mais surtout pas des enlèvements et encore moins
des assassinats. Et puis un jour, très loin de Bourmelon, un violeur est arrêté, en flagrant délit, un militaire, un certain Pierre Chanal. Intéressant, il vient justement de la caserne de Bourmelon. Balázs Falvey est un rescapé. Sa vie aurait très bien pu s'arrêter au détour d'une route de France durant l'été 88. Ce jour-là, son chemin a croisé celui de Pierre Chanal. À l'époque, il a 20 ans. Il est hongrois et sac au dos, il visite l'Europe de l'Ouest en stop. Il a commencé par l'Allemagne, puis Paris, et le 8 août 88, il met cap au sud. En fin d'après-midi, un automobiliste le dépose au péage de Chalon-sur-Saône. Le jeune autostoppeur attend maintenant une nouvelle voiture. Les heures passent et à 22 h, enfin, une voiture s'arrête. Je faisais du stop à l'entrée de l'autoroute. C'était la tombée de la nuit. Je me suis dit, encore 3 voitures, et si personne ne s'arrête, je vais devoir trouver un endroit pour dormir. Et la 3e voiture, c'était lui. Je l'avais déjà vu passer quelques heures plus tôt. Cette fois, il s'est arrêté. J'étais content. J'avais une pancarte marquée Lyon. Il m'a dit « Ok, je vais à Lyon. » Bingo. Voilà comment je l'ai rencontré. Au volant de son combi Volkswagen, le conducteur semble nerveux. Pierre Chanal évite le regard de son passager. Il faut dire qu'il ne parle pas un mot d'anglais et que le jeune Hongrois, lui, ne parle pas français. Petit à petit, un vrai malaise s'installe. Je me suis bien rendu compte qu'il était bizarre. J'ai pensé, encore un fêlé, allons à Lyon et ce sera fini. Mais voilà que Pierre Chanal choisit de quitter l'autoroute du Sud, à Mâcon. Il prend maintenant la nationale, puis les routes secondaires. Il s'enfonce dans la campagne. L'autostoppeur est pris au piège. Il m'a dit qu'on s'était perdu. Il a prétendu avoir pris une mauvaise direction. Je lui ai dit de s'arrêter, de faire demi-tour. Il m'a répondu, non, non, on continue. Qu'est-ce que je pouvais faire? Assis dans une voiture qui roulait. J'aurais dû sauter du véhicule en laissant mon sac. Non, à ce moment-là, je ne pensais pas qu'il était dangereux. Le conducteur finit par s'arrêter sur une route, déserte et sans lumière. À plusieurs reprises, il va à l'arrière du combi pour chercher une carte, une lampe, un fruit. Il est retourné à l'arrière une 3e fois et il m'a surpris. De quelle manière? Il a passé une sangle autour de mon cou par derrière et il a tiré très fort. Avec mes mains, j'ai tenté de me dégager, mais il serrait très très fort. J'ai compris que si je voulais respirer, il valait mieux que je ne résiste pas. Le jeune Hongrois est à la merci de Pierre Chanal. Rapidement, il le ligote et l'attire sur la couchette, à l'arrière du véhicule. J'avais 2 liens autour de mon cou. J'avais les mains et les pieds attachés très serrés. Je pouvais à peine bouger, j'étais piégé. Et si j'avais résisté, il savait quoi faire. En permanence, j'étais attaché, avec une longue chaîne au cou. À tout moment, il pouvait me tuer facilement, en m'étranglant. Prisonnier. Balázs Falvey est un objet entre les mains de Pierre Chanal, un objet sexuel. Ça a duré toute la soirée, toute la nuit, et le lendemain jusque tard dans l'après-midi. C'était très long. Puis, il attendait que la nuit tombe. Aujourd'hui, je pense qu'il attendait la nuit pour me tuer. Garé sous les arbres, dans une voie sans issue, le combi vert est à l'abri des regards. Pourtant, il attire l'attention d'un gendarme en patrouille, Christian Genet. Intrigué, il s'approche du véhicule et il décide avec un collègue de contrôler les papiers du conducteur. La routine.
Pierre Chanal tend sa carte de militaire et Christian Genet inspecte le véhicule. J'ai fait le tour du camping-car. Et en passant derrière, donc sur la lunette arrière, il y avait un rideau et il y avait un petit espace qui permettait de voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc par curiosité, j'ai regardé ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une forme humaine sous une couverture allongée. Donc jusque-là, ça ne me posait pas de problème particulier. J'étais allongé sur la couchette derrière lui pendant qu'il était au volant. Mais il y avait cette chaîne qu'il tenait ou qu'il avait fixée quelque part. Je me suis dit, c'est bon, voilà un contrôle. Mais je ne voulais pas mettre ma vie en danger. Je savais que c'était fini, le cauchemar était terminé. La personne qui était sous la couverture, en entendant ma voix, a bougé un peu. Donc elle a bougé un peu la tête, et c'est là que la couverture a glissé. Et quand la couverture a glissé, j'ai vu qu'elle était ligotée donc, au niveau des chevilles, des poignets, et surtout au niveau du cou. Elle était enchaînée au niveau du cou. C'est là que ça m'a paru bizarre. Le gendarme demande au conducteur de détacher le jeune homme. Pierre Chanal explique « Nous sommes homosexuels, tout ça c'est du folklore ». Ses papiers sont en règle. Les gendarmes sont prêts à repartir lorsque le jeune Hongrois panique et jaillit du camping-car. Il s'est mis à genoux par terre, sur le goudron, en disant « Sauvez-moi, sauvez-moi » en anglais. « Sauvez-moi, sauvez-moi, il va me tuer ». Et c'est là qu'on a compris ce qui se passait réellement. Après 20 heures de séquestration et de sévices, Palach-Falvé est sauvé. Il est persuadé d'avoir échappé à la mort. Pierre Chanal proteste. Il assure qu'il aurait libéré le jeune homme à la nuit tombée. Il ne pouvait pas me relâcher comme ça dans la rue, alors que je connaissais son visage, sa voiture et tout. C'est difficile à croire. Moi, je dis non. Il allait au-devant de graves ennuis s'il m'avait libéré. Face aux gendarmes, Pierre Chanal décline ses états de service. Militaire de carrière, adjudant-chef, il est en poste en région parisienne. Mais un détail retient l'attention du gendarme. Je tenais les documents professionnels de ce monsieur, du conducteur. En retournant la carte, j'ai vu qu'il était affecté donc à Fontainebleau. Et juste avant Fontainebleau, il était affecté sur Mourmelon. Et c'est là que ça a fait, comme on dit, tilt tout de suite en disant Mourmelon, les disparus. C'est là que ça, tout de suite j'ai pensé à ça. De retour à la gendarmerie de Mâcon, Christian Genet passe un coup de téléphone décisif. Il prévient ses collègues de Reims en charge de l'affaire des disparus de Mourmelon de l'arrestation d'un homme suspect. Le gendarme Jean-Marie Tarbes vient immédiatement interroger Chanal. Depuis des années, il enquête pour tenter de résoudre le mystère des disparus. À l'époque, il n'y a aucun indice, aucune piste sérieuse pour expliquer la disparition de 8 jeunes hommes dans la région. Cette nuit-là, face à Pierre Chanal, Jean-Marie Tarbes se forge une intime conviction. Comment encore aujourd'hui pouvoir expliquer cette intime conviction qui m'habite toujours concernant Pierre Chanal? Je ne pourrais pas l'expliquer. Toujours est-il que c'est, pour moi en tout cas, celui qui ressemble le plus à cette époque, avec les éléments de l'époque, c'est celui qui ressemble le plus au portrait robot qu'on avait fixé. Car en l'absence de coupable, après des mois et des mois d'enquête, les gendarmes de Reims ont fini par tracer le portrait du coupable idéal. Ça serait un pervers sexuel, tueur en série, peut-être un militaire. Pierre Chanal est-il cet homme? Palach-Falvé en tout cas est persuadé qu'il n'est pas le premier. C'est sûr, il avait du tout préparé à l'avance. La question est de savoir s'il l'avait déjà fait ou non. Bien sûr, je ne peux pas dire s'il a tué tous les autres, mais je pense que oui. Pierre Chanal est arrêté le 9 août 1988 et tout de suite, il devient le suspect numéro 1 de l'affaire des disparus de Mourmelon. Après des années de mystère et de rumeurs, l'énigme semble résolue. Pour une mère, c'est l'espoir de connaître enfin la vérité. Son fils Serge a disparu depuis 7 ans et depuis 7 ans, elle demande à la justice de lui répondre. Qu'est-il arrivé à Serge ?
Personne ne peut aller poser une fleur sur la tombe, mais je remplace par mon bouquet dans la maison. Je vis avec ma photo et mes fleurs. Et moi, des fois, quand j'arrive de la cuisine, que je regarde mon fils dans les yeux, j'ai l'impression qu'il me dit quelque chose ou que je lui parle. Bon, ben ça remonte le moral et je me dis, bon, je ne t'oublierai pas, je ferai ce qu'il faut faire, jusqu'au bout. Serge Havet n'a pas donné signe de vie depuis le 20 février 1981. Ce soir-là, le jeune appelé quitte la caserne de Mailly-le-Camp en Champagne. Il va passer le week-end chez ses parents près de Reims. Un camarade le laisse à un croisement. Et je l'ai déposé exactement au stop, là, au carrefour. Et lui, il est parti donc à droite sur Reims. Et moi, je suis parti sur Troyes. Et on s'est quitté là. Et vous ne l'avez jamais revu? Et depuis, non, j'ai jamais fait de nouvelles, on l'a jamais revu. Et quelle est la dernière image que vous conservez de lui? Le sourire. On s'est souhaité un bon week-end. Il avait le sourire et tout allait très bien. Mais depuis, ben voilà. Depuis, jamais aucune nouvelle. On perd la trace de Serge Havet au bord de cette route, la nationale 77. Pour rentrer chez lui, le jeune homme décide ce soir-là de faire du stop. Huit jours plus tard, Gisèle Havet reçoit la visite d'un gendarme. Il m'a dit, votre fils n'est pas rentré à la caserne. Oh, alors là, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai dit, comment? Mais je dis, il n'est pas venu. Et je voyais qu'il regardait partout la maison. Et je dis, vous pensez qu'il est ici? Et je dis, non, il n'est pas là, je vous assure. Il est disparu. Alors, il me dit, nous, pour l'armée, c'est considéré comme déserteur. Serge Havet, déserteur, ça ne colle pas. Il est à 3 mois de la quille et sa fiancée est enceinte. Sa famille ne croit pas à une fugue, mais personne ne l'écoute. Quelques mois plus tard, Gisèle Havet découvre un avis de recherche dans le journal. Un appelé, Pascal Sergent, s'est volatilisé à la sortie d'un autre camp de Champagne, celui de Mourmelon. Lui aussi partait en permission. Lui aussi faisait de l'autostop, au bord de la nationale 77. Sa maman donnait le numéro de téléphone, donc j'ai vite appelé sa maman. Et on s'est mis en rapport toutes les deux, et tout correspondait exactement l'une comme l'autre. Et donc on a été appelé au commissaire de la PJ. Alors le commissaire là m'a répondu, écoutez Madame Havet, c'est autant chercher une aiguille dans un tas de foin. Alors voilà ce qu'on nous répondait. Un journaliste de l'Ardennais va écouter la détresse des deux mères de famille. Jean Druard est le premier à consacrer un article à ces deux disparitions. Il ne croit pas à la thèse officielle de la désertion. J'ai une espèce d'intime conviction, c'est difficile à expliquer, il y a quelque chose qui ne collait pas. Je veux dire, c'est... En parlant avec les mamans, ces deux garçons n'avaient pas le profil de déserteurs, ils étaient bien dans leur peau apparemment, dans leur famille, ils revenaient régulièrement chez eux, etc. Donc il y a quelque chose qui apparaissait de bizarre. Cette conviction est rapidement partagée par d'autres journalistes, comme Isabelle Orlans, à l'époque à l'Est républicain. Quand vous voulez déserter, comme le fils sergent, vous n'appelez pas quelques heures plus tôt votre mère pour qu'elle repasse votre chemise et votre pantalon afin de rejoindre les copains le soir au bal de Pétaouchnok, je sais plus où. Bon. Voilà, donc c'est pas le comportement normal d'un déserteur, ni dans le cas du fils Havet, ni dans le cas du fils sergent. Mais face aux questions des journalistes et à la détresse des mères de famille, l'armée reste muette. Il faut dire qu'à l'époque, des milliers d'appelés désertent chaque année. Et les disparitions de Serge Havet et Pascal Sergent passent totalement inaperçues. Personne ne s'intéresse à l'affaire. Tout le monde s'en fout. C'est une désertion. Et Dieu sait si dans la Marne, il y en a des désertions, parce que c'est une région militaire très importante, à l'époque plus encore qu'aujourd'hui. Il y a 20 ans, entre tous les camps qu'on avait dans la région, on croisait quand même énormément d'appelés sur les routes. Il y en avait de toute la France, évidemment. Et bien sûr, sur le nombre... Il y avait des jeunes gens qui n'avaient pas spécialement envie de faire leur service militaire. Donc la désertion était quelque chose, je ne vais pas dire de courant, mais de possible. On en est là, quand à la fin du mois d'octobre 82, à la sortie de Mailly-le-Camp,
Au bord de la nationale 77, on découvre le cadavre d'un jeune homme, dissimulé sous les branchages. Le cadavre de la route nationale 77 est identifié, c'est un appelé d'un régiment de Mourmelon. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore définies dans le détail, mais ce qui pose question, c'est que cet appelé est le 3e militaire à disparaître en bordure de cette même nationale, et cela en moins de 2 ans. Jusqu'à présent, c'est le seul que l'on ait retrouvé dans des circonstances tragiques. Le rappel de ces faits, Francis Orny. Le 30 septembre dernier, Olivier Donner quitte le 4e dragon de Mourmelon pour une permission de 3 jours. Il rentre chez lui à Troyes, en autostop, comme à son habitude. On ne le reverra plus vivant. Les circonstances de la disparition du jeune appelé sont identiques aux autres. Et cette fois, il y a un cadavre. De quoi Olivier Donner est-il mort? Suicide? Accident? Meurtre? La rumeur parle d'une mort par étranglement. Mais officiellement, la cause du décès est inconnue. L'enquête ne va pas plus loin. Pourtant, dans une pleine page de l'Ardennais, Jean Druard fait le lien entre tous ces disparus de la route nationale 77. Les points communs, ils sont simples. Tous faisaient leur service militaire dans la même zone, tous faisaient de l'autostop sur la même nationale, et tous les 3 disparaissent, dont un dont on retrouve le cadavre. Mais pour l'armée, l'explication reste encore et toujours la désertion. Pas question que des policiers viennent enquêter dans les casernes. D'ailleurs, la police judiciaire de Reims elle-même ne croit pas à l'hypothèse criminelle. Le SRPJ est saisi et n'a qu'une volonté, c'est de démontrer qu'il ne s'est pas trompé. Et donc de démontrer qu'il n'y a pas lieu à enquête. S'il y avait eu une enquête digne de ce nom, avec un magistrat qui dirige vraiment ses troupes, qui fonce tête baissée, qui alerte son garde des Sceaux, bon sang, je n'arrive pas à rentrer chez les militaires, tapez du poing sur la table au ministère de la Défense et débloquez-moi la situation, le ministère de la Défense aurait été obligé de s'incliner. Hein, c'est bon. Au lieu de ça, il y a eu un laxisme ambiant, une espèce oui, c'est le mot que j'emploie le plus souvent, c'est un désintérêt total pour l'affaire, mais également pour les familles de victimes. Et ça, c'est inadmissible. Quand vous avez des gens qui pleurent un fils, un enfant, à tout le moins, il faut les écouter. C'est le minimum. Et ça, l'armée ne l'a pas fait. Gisèle Havet ne renonce pas. C'est une battante, c'est une femme de courage. Elle interpelle les hommes politiques, elle alerte les journalistes. Et sur le terrain, elle effectue elle-même des fouilles, dans l'espoir et dans la crainte de retrouver le corps de son fils. On allait visiter un puits de 25 mètres du côté de l'armée. On allait visiter les bois. On allait visiter un vieux cimetière de la gare 14, dans les trous. Vous savez, ça fait des drôles d'émotions quand il faut faire ça. Et puis, tout se passait comme ça. Et puis un jour, c'est là que j'ai écrit à M. Bellemare, parce qu'une dame m'a dit, mais allez donc à l'émission de M. Bellemare. Vous êtes donc la mère d'un des disparus. De Serge Havet. Oui. Vous nous avez d'abord écrit, et puis vous êtes venu me voir, oui, lundi dernier. Oui. Et je dois dire que nous avons été tellement émus par votre désarroi que nous avons décidé de bouleverser l'émission de ce soir et de parler dès maintenant donc de ces 3 disparitions aussi douloureuses qu'inexpliquées. Je sais, Madame Havet, tout ce que cela a de pénible, mais supposons que Serge soit à l'autre bout de la caméra. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire pour le convaincre? Surtout qu'il me dise qu'il est en vie, c'est le principal. Simplement. Je ne demande pas qu'il revienne s'il ne le veut pas, mais qu'il me dise qu'il est en vie, simplement. Cet appel bouleverse la France, mais reste sans réponse. Aucun signe, ni de Serge Havet, ni de Pascal Sergent. Au contraire, la liste s'allonge. La famille d'un nouvel appelé se fait connaître, celle de Patrick Dubois. Lui aussi a disparu à la sortie de la caserne de Mourmelon. Il faisait du stop. C'était il y a 5 ans, en janvier 1980, et une fois encore, l'armée l'a déclaré déserteur et l'enquête n'a pas abouti. C'est à partir de ce moment-là que la presse fonde le mythe du triangle de Mourmelon. Triangle maudit où les soldats disparaîtraient comme les bateaux et les avions disparaissent dans le triangle des Bermudes.
Les rumeurs les plus folles courent sur ce camp militaire. On parle de réseaux de prostitution, de trafic de drogue, d'expériences top secrètes et même d'enlèvements extraterrestres. Le silence de l'armée et l'échec des enquêtes alimentent tous les fantasmes. En août 85, un nouveau capitaine de gendarmerie, Joël Vaillant, arrive à la tête de la section de recherche de Reims. 3 semaines plus tard, un autostoppeur de 20 ans disparaît sur la rocade de Châlons-en-Champagne, au cœur même du triangle de Mourmelon. Eh bien, le 23 août 85, Denis Patrice a été déposé par un collègue de travail sur cet axe autoroutier. Il lui a indiqué qu'il devait se rendre dans cette direction vers Reims pour faire le stop. Et ensuite, à une dizaine de kilomètres, il devait prendre la route qui le conduirait à Mourmelon-le-Grand pour participer à des tirs de fusée expérimentales organisés par une association. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on n'a plus de nouvelles de Denis Patrice. Lui, il était civil, donc il ne pouvait y avoir de thèse de désertion le concernant. Lui, on était dans le cas de la disparition de majeurs, purement et simplement. Et on ne pouvait pas accepter que, déposé ici pour aller sur un site où il était attendu, où il était venu précédemment, on puisse considérer qu'il était une disparition volontaire. Pour la première fois, et puisqu'il s'agit d'un civil, cette disparition déclenche une enquête d'envergure. Dans les jours suivants, c'est la mobilisation générale pour tenter de retrouver la trace du jeune homme. Les enquêteurs, fait exceptionnel, ont aussitôt lancé un avis de recherche national, plusieurs autostoppeurs, vous vous en souvenez, ayant disparu ces dernières années sur cet axe routier. Aussi, les amis et collègues de Patrice Denis ont-ils eux-mêmes entamé aujourd'hui des recherches. Bien étrange sur toute la ligne cette disparition. Patrice Denis est majeur, on lui connaît une vie calme, réglée, c'est un homme ponctuel, précis, régulier, en famille, au travail ou en privé. Avec l'assistance discrète de l'armée et de la gendarmerie, ces volontaires, tous civils, tous aussi passionnés de fusées miniatures, ont décidé depuis ce matin de ratisser la zone, une zone que le jeune disparu connaît bien puisqu'il a déjà effectué un stage à Mourmelon fin juillet. Est-ce que l'un et l'autre, vous vous souvenez précisément du jour où oui. on a constaté la disparition de votre frère? Ah oui, très bien. Très très bien. On espérait, entre guillemets, un accident, un souci. Mes parents ont appelé les hôpitaux, on s'est dit que peut-être il avait eu un accident, une voiture qu'il n'avait pas vue, qu'il avait heurté, il pouvait être amnésique, il pouvait se passer beaucoup de choses. Et bien sûr, ils ont contacté aussi la police qui, automatiquement, il s'agit d'un jeune majeur. Dès qu'on est majeur, la police ne fait rien. Et il faut se battre pendant des semaines pour obtenir quelque chose. Il a fallu plus de 3 mois à mes parents pour qu'ils obtiennent une information judiciaire. Mon frère n'était pas un militaire, il était clair que ça n'était pas un déserteur. Il était clair qu'il allait de son plein gré à un rendez-vous pour un week-end sur le terrain militaire de Mourmelon. Et malgré ça, malgré tous les témoignages des gens qui l'attendaient sur place, on a fait comprendre à mes parents que c'était probablement une fugue et que c'était un majeur. Vous avez l'impression que là, il s'est passé quelque chose qui a été déterminant pour la suite? Dans la non-prise en compte de cette plainte, quoi. Oui, parce qu'avec le recul, on se dit que la rapidité, c'était capital pour espérer retrouver des indices. Des indices, et puis pour retrouver quelqu'un de vivant, à ce moment-là, c'était capital. Et pourtant, sur le terrain, les hommes du capitaine Vaillant emploient les grands moyens. Battus, fouilles systématiques des bois, exploration des puits et des cavités, survol en hélicoptère. Tout le camp militaire de Mourmelon est ratissé. Une enquête hors du commun débute. Un gendarme, Jean-Marie Tarbes, en devient la cheville ouvrière. Premier défi, trouver des indices sur ces terrains de manœuvre militaires. Le camp de Mourmelon, pour le symboliser, c'est un gruyère, un véritable gruyère. Et bien pour quelqu'un qui connaît, bon, c'est encore plus facile, mais même pour un inconnu, il n'y a malheureusement rien de plus facile que de cacher des vêtements, voire un cadavre. Chaque taillis, chaque bosquet peut être une cache éventuelle, sans compter les multiples puits creusés sur le camp de Mourmelon. Les gendarmes en dénombrent plus de 2000. La tâche est colossale. Nous avons également découvert de nombreuses sables. Donc une sable, c'est un trou, une faille, plus ou moins large, plus ou moins profonde,
qu'il nous a fallu effectivement, à chaque fois qu'on en découvrait une, sonder, aller vérifier si éventuellement on n'avait pas jeté quelque chose, voire jeté un cadavre qui serait absolument invisible de la surface. Résultat, rien, aucun indice. Comme Serge Avé, Pascal Sergent et Patrick Dubois avant lui, le jeune autostoppeur semble s'être volatilisé, sans laisser de traces. Alors pour résoudre ce mystère du triangle de Mourmelon, les gendarmes reprennent l'enquête à zéro. Ils ressortent un à un les dossiers de désertion dans la région et les examinent à la loupe. On est arrivé donc au bout de quelques temps à avoir la certitude que les noms que nous détenions étaient bien déserteurs disparus. Et par ce biais-là, on a réussi en 86 à retrouver, je vais dire réussi, c'est loin d'être une réussite, mais on a découvert un nouveau disparu, qui est donc Manuel Carvalho. Ce jeune appelé est déclaré déserteur du 4e régiment de dragons de Mourmelon depuis août 81, 5 ans plus tôt. Cette disparition est passée inaperçue. Elle ressemble trait pour trait aux autres disparitions. Alors tous déserteurs ou victimes? Dans l'esprit des gendarmes, une seule hypothèse s'impose. Eh bien, on va démontrer que il y avait un certain nombre de points concordants dans ces disparitions. La première, c'est qu'ils disparaissaient tous un jeudi soir ou un vendredi soir, dans un créneau horaire, on va dire 16h, 19h, tous pratiquaient l'autostop. Du jour au lendemain, ils avaient complètement disparu de la circulation, et on avait la conviction que ces jeunes n'avaient pas l'intention de déserter. Donc c'est progressivement que l'on va démontrer des liens, faire la corrélation entre les militaires et le civil, et conduire l'investigation en disant on est plus progressivement vers une hypothèse de nature criminelle. On a eu la certitude qu'effectivement, toutes ces affaires n'en faisaient qu'une et qu'il s'agissait d'une affaire criminelle et non pas d'affaires séparées et de simples désertions. Les gendarmes sont sur la piste d'un tueur en série. Un homme rôde sur les routes de Champagne. Un prédateur, à l'affût de jeunes hommes, à prendre en stop. Son but, l'agression sexuelle, seule explication logique de tels enlèvements. Avec au bout du chemin, peut-être, sans doute, la mort. Pour traquer cet homme, les gendarmes recueillent le témoignage des habitués de l'autostop dans la région. En particulier, les jeunes appelés. L'ensemble des questionnaires qu'on a envoyés, des milliers de questionnaires à tous les jeunes qui ont été incorporés dans ces unités où il y a des disparitions, on va recevoir en retour beaucoup d'informations. Et on va s'apercevoir que plusieurs dizaines qui ont fait de l'autostop à cette époque et qui n'étaient pas nécessairement introvertis ont eu des problèmes avec des gens de nature homosexuelle, qu'ils ont eu des propositions, etc. Le simple fait qu'un autostoppeur vienne nous voir en nous disant j'ai été pris en stop par un conducteur d'une Renault 9 et il m'a mis la main sur la cuisse, suffisait à cette époque pour qu'on fasse des investigations phénoménales. Des milliers de conducteurs de Renault 9 sont retrouvés, interrogés. Des dizaines de pervers sexuels sont identifiés dans la région. Finalement, les gendarmes se retrouvent face à une soixantaine de suspects. Les suspects potentiels que nous avons eus, tout a été vérifié, tout a été étudié et tous les éléments n'étaient pas réunis contre eux. Bon, certains n'avaient pas la force physique, d'autres n'avaient pas ce côté que nous avions qualifié de pervers. D'autres, les éléments faisaient que, effectivement, ou leur emploi du temps faisait que, à un moment donné, ils pouvaient effectivement être là, mais que sur l'ensemble des disparitions, ça ne collait pas. Le mystère reste entier. Toujours pas d'indices. Pas de témoignages probants. Les gendarmes sont dans l'impasse. Il y a au moins 6 victimes et les gendarmes sont convaincus d'avoir affaire à un même prédateur. Et en plus,
Ils sont convaincus que ce n'est pas fini, qu'il va récidiver. Du coup, ils demandent enfin clairement aux autorités militaires de leur signaler toute nouvelle disparition d'appelés, toute nouvelle désertion, en espérant que cette fois-ci, l'armée va collaborer. Et pourtant... Le 16 juin 87, à Annonay, la famille Gache reçoit un coup de téléphone inquiétant. Leur fils Patrick fait son service au 4e régiment de dragons de Mourmelon. Or voilà que l'un de ses camarades de régiment appelle pour prendre de ses nouvelles. Il n'est donc pas à la caserne. Ce jeune, il a tout simplement demandé au téléphone si c'était Patrick qui était à l'appareil. Alors c'est ma mère qui a répondu, non, c'est pas Patrick, c'est Madame Gache, sa maman. Et il a dit, oui, on voudrait prendre des nouvelles. On voudrait prendre des nouvelles de Patrick. Alors ma mère a dit, mais des nouvelles, vous le voyez pas, il est bien à la caserne là-haut. Et c'est là que le jeune il a dit, ben non, votre Patrick a disparu depuis le 30 avril. Sur le coup, le frère de Patrick Gache pense à une mauvaise farce. À la gendarmerie de la ville, on dit ne rien savoir. Alors il appelle la caserne de Mourmelon. On lui demande de rappeler le lendemain pour parler à un officier. Et là, coup de massue. Patrick Gache manque à l'appel du régiment depuis 45 jours. L'officier est formel. Celui-ci m'a répondu, Monsieur Gache, nous n'avons pas d'enquête à faire. Votre frère, pour nous, il est déserteur, point. Si la gendarmerie n'est pas venue vous prévenir, ce n'est pas de mon ressort. Je dis, mais quand même, vous plaisantez. Je dis, vous savez pertinemment, vous voyez bien que mon frère n'est pas déserteur. Vous estimez qu'il n'y a pas assez de retard déjà? Il serait peut-être temps de s'alarmer. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ça m'a tellement choqué que dans la semaine qui a suivi, j'ai pris immédiatement un avocat, moi et ma famille, et nous avons décidé de porter plainte pour que immédiatement soient engagées des recherches, étant persuadé qu'il était arrivé quelque chose de grave à Patrick. Depuis 1 mois et demi, Patrick Gache est porté déserteur et personne dans la caserne n'a songé à donner l'alarme. Les 45 jours de mutisme, c'est le je m'en foutisme total. C'est-à-dire qu'on sait dès le lundi que Patrick Gache n'est pas reparu à la caserne. Bon, on s'inquiète pas outre mesure, après tout il a pu rater son train, mais au bout d'une semaine, c'est pas un train qu'il a raté, c'est 15 trains qu'il a raté. C'est vous dire, c'est l'aveuglement de l'armée. C'est-à-dire qu'ils ne préviennent même pas le service de gendarmerie qui enquête sur les disparitions mystérieuses du triangle de Mourmelon. C'est incroyable. Ben, c'est incroyable, mais c'est vrai. Il faut savoir que dans un régiment, quand même, d'un millier d'hommes, chaque lundi matin, il y avait des absents. J'ai eu beau expliquer que la procédure était lente, qu'il y avait beaucoup un peu trop d'absence lundi matin et qu'il ne fallait pas se presser. Bon. Mais je comprends qu'une famille éprouvée par cette disparition en veuille au commandement militaire de ne pas accélérer les démarches. Je le comprends tout à fait. Mais c'était la règle. Mais c'était la procédure. Cet entêtement des militaires rend l'armée suspecte aux yeux des familles de disparus. Les déclarations du ministre de la Défense en visite à Mourmelon n'arrangent rien. Le ministre, M. Giraud, est venu à Reims. Il a été visiter la caserne de Mourmelon. Et là, il a eu une interview par les journalistes. Et il a dit, pour les disparus de Mourmelon, c'est une blague ridicule. Voilà. Alors moi, j'étais outrée. C'est une attitude de négation de la part de la plus haute autorité, le ministère de la Défense, le ministre de la Défense, une attitude de négation qui fait que les familles se disent si l'armée nous nie, c'est que l'armée veut cacher, si l'armée veut cacher, c'est qu'elle a quelque chose à se reprocher, et on part sur cette thèse du complot à laquelle personnellement je n'adhère pas. La famille de Patrick Gache est ainsi persuadée que des militaires gradés sont impliqués dans la disparition des jeunes appelés. La famille fait erreur. Il n'y avait aucune volonté de camoufler, d'étouffer une affaire, d'étouffer une faute d'un gradé du régiment. D'ailleurs, s'il y avait eu faute, il aurait été sanctionné, je l'aurais dit. Et j'en veux pour preuve que l'ouverture du régiment a été permise à tous les médias. La gendarmerie a pu interroger donc le millier de personnes présentes et les retrouver des cadres et des appelés qui avaient déjà quitté le régiment. Donc là, je crois que non. On peut pas accuser l'armée d'avoir voulu étouffer.
Pendant l'été 87, enfin, les casernes de Mourmelon ouvrent leurs portes aux journalistes et aux enquêteurs. Des milliers d'appelés et d'officiers sont questionnés et l'armée prête main forte à une nouvelle campagne de fouilles sur ses terrains de manœuvre. Sans résultat. Maintenant, l'armée prend vraiment au sérieux la menace sur ses soldats. Devant les caméras de télévision, elle donne des consignes aux appelés. Lors de votre retour, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Vous connaissez tous la pratique du stop. Vous en avez parlé. Si vous êtes appelé à faire du stop, groupez-vous. Les enquêteurs et les officiers sont aujourd'hui convaincus que les jeunes soldats ont été enlevés alors qu'ils faisaient de l'autostop. Les camions militaires sont à la disposition des permissionnaires. Tous les jeudis et vendredis, entre 17 et 18 heures, ils sont 2000 à quitter la caserne et sont directement conduits à la gare, mais seulement s'ils le souhaitent. Ce n'est pas un ordre. La psychose sur le camp de Mourmelon est à son comble lorsqu'un jeune autostoppeur irlandais, Trevor O'Keefe, est retrouvé assassiné au bord de la nationale 44, à une centaine de kilomètres de là. Et là, il est découvert enterré et il a été étranglé. Son corps a été découvert dans l'Aisne, entre Laon et Saint-Quentin, en bordure de l'autoroute, et ses effets vestimentaires ont été découverts plusieurs mois après, en bordure du lac du Der vers Vitry-Françoise. Ce qui veut dire que nécessairement, il est passé dans la zone, ce que l'on appelle le fameux triangle des disparus. Pour les gendarmes, le meurtre est signé. Le jeune homme est mort étranglé à l'aide d'une cordelette. C'est une technique de combat. Et son corps est dissimulé au pied d'une butte sous une fine couche de terre. Solution prisée par les soldats pour dissimuler facilement leur parachute en terrain ennemi. Avec ces indices supplémentaires, les enquêteurs sont persuadés de connaître le profil exact du tueur. On a établi une espèce de portrait robot qui est assez schématique, mais pour nous, c'était un solitaire, un pervers sexuel, et ensuite qui maîtrisait les techniques commando et qui était un militaire ou un ancien militaire et qui nécessairement avait dû séjourner pendant de nombreuses années dans notre région, en Champagne-Ardenne. Joël Vaillant, à l'époque, vous êtes le colonel de gendarmerie qui mène l'enquête sur les disparus de Mourmelon. On dit que vous êtes même allé jusqu'à consulter des voyantes, c'est vrai ça? J'ai consulté bon nombre de personnes et je dirais que lorsque j'ai fait cette enquête, je suis parti d'un postulat. C'était simple, c'était on ne privilégie aucune piste, on n'écarte aucune piste, mais on vérifie toutes les pistes. Et dans la vérification de toutes les pistes, y compris celles des pythonistes, des voyants, des radiesthésistes, des médiums, etc. Toutes ces informations, eh bien, nous nous sommes dit pourquoi ne pas les exploiter, que ce soit des gens qui viennent à nous ou nous qui allons vers eux. Est-ce que c'est à partir de ces pistes-là que vous allez arriver, cette fois-ci, à tracer le profil du criminel? Alors, avant d'arriver au profil du criminel, nous avons essayé de voir, avec psychologues, psychanalystes et psychiatres, s'il y avait entre ces jeunes disparus un profil, j'allais dire, entre eux. Effectivement, progressivement, on s'est aperçu que c'était des jeunes plutôt introvertis. Ouais. Ils avaient un style. Physique. C'est-à-dire ils avaient tous les cheveux coupés et assez courts. Et c'est comme ça d'ailleurs que Patrice Denis, il y a pu y avoir une méprise et qu'on a pu le considérer comme un jeune militaire. Car il s'est trouvé un vendredi soir à Chalon-sur-Marne, dans le créneau horaire, dans une tenue laissant présumer qu'il pouvait être un militaire. Et puis... donc, à partir de là, on a essayé de voir si, à partir de ce profil sommaire, puisque nous en étions au balbutiement de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le profilage, de voir à partir de ces éléments sur les individus, les disparus, est-ce qu'il y avait, on pouvait essayer de trouver une trame par rapport à un ou des auteurs potentiels. Le capitaine Vaillant en est à 3 ans d'enquête, lorsque le 9 août 88, l'adjudant-chef Pierre Chanal est arrêté en flagrant délit du viol du jeune autostoppeur hongrois, Balázs Falvé. Et c'est là que l'enquête bascule. Le mystère des disparus de Mourmelon devient l'affaire Chanal.
Je pense qu'à la seconde même où Pierre Chanal était arrêté, l'évidence devenait aveuglante. Pierre Chanal, ancien adjudant-chef du 4e régiment de dragons. 4 disparus viennent du 4e régiment de dragons. Pierre Chanal, qui a toujours des attaches à Mourmelon et qui se trouve présent à Mourmelon au moment de toutes les disparitions. Pierre Chanal, qui est un pervers sexuel, homosexuel, qui se cache. Pierre Chanal, qui séquestre un jeune homme qui n'est pas un appelé, qui est un autostoppeur, donc qui prend des autostoppeurs, qui est un autostoppeur, qui l'a violé, etc., etc. Pierre Chanal, qui a physiquement le profil d'un homme formé aux techniques du combat. Les gendarmes et les juges ont clairement celui qui est coupable. C'est une évidence absolue pour tous ceux qui connaissent ce dossier. C'est pas parce qu'il colle au profil, c'est parce qu'il est le profil. Et c'est vrai que Pierre Chanal a des allures de coupable idéal. Militaire, 42 ans, musclé, le visage taillé à coups de serpe. La presse l'appelle le Rambo fou de Mourmelon. Lui affirme qu'il n'a rien à voir avec les disparitions. On l'appelle donc déjà le Rambo de Mourmelon. Il faut savoir qu'il a été surpris en flagrant délit de viol. Pierre Chanal est arrêté. Pendant plus de 20 heures, il a torturé, violé un jeune touriste qu'il avait pris en autostop. Il a tout filmé sur sa caméra vidéo. Chanal est un homme dur, seul, formé aux techniques de commando de la guerre, spécialiste du combat au couteau, machine à tuer pour certains, ou quand le temps de paix et le temps de guerre n'ont plus de limite dans la tête de Chanal. Pierre Chanal récuse ce portrait. Il dit souffrir de la caricature qu'on fait de lui. Je ne suis pas le super Rambo, l'homme musclé que certains ont dit, et en particulier certains enquêteurs. Comme j'étais moniteur parachutiste à Mourmelon, on a tout de suite fait l'amalgame avec le parachutiste militaire qui est commando, qui est ainsi de suite. J'ai fait, c'est vrai, le stage de moniteur commando en 1972. Et voilà, je faisais du sport comme tout militaire doit faire du sport. Je n'étais pas un surhomme, comme on l'a dit, ni une vieille brute, comme on l'a dit également. J'étais tout simplement exigeant dans le travail, vis-à-vis de mes subordonnés, hein, que j'avais sous mes ordres. Donc c'est pour ça qu'on m'a prêté une image un peu d'homme brutal, ce qui est faux, parce que je suis peut-être plus sensible que bien des personnes. Dominique Rizet, les journalistes vont très vite faire le lien entre le violeur qui vient d'être arrêté, l'adjudant-chef Chanal, et l'affaire des disparus de Mourmelon. Comment? Par une indiscrétion. En fait, les gendarmes ont des doutes. Les gendarmes de Saône-et-Loire qui ont passé un message et qui ont eu une réponse des gendarmes de Reims qui sont intéressés par la personnalité de Chanal ont des doutes. Ils vont s'en ouvrir à un journaliste qui va aller un peu vite et qui va écrire son papier dès le lendemain. Et donc dès le lendemain, le nom de Chanal... Dès le lendemain, le nom de Chanal est dans la presse. C'est un journaliste du Parisien qui va écrire l'article. Associé aux disparus de Mourmelon. Associé aux disparus de Mourmelon, sous le titre « Le Rambo fou est arrêté ». Moi, je suis allé ensuite enquêter. J'ai pu rencontrer la famille de Pierre Chanal, qui n'a vu personne d'autre. C'était très, très, très difficile de les approcher. Et... Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, j'ai vu René, sa mère, j'ai vu sa sœur Simone, chez qui il vit aujourd'hui, qui le protège, qui croit en lui, et quelques-uns des frères et sœurs. Tous les frères et sœurs de Chanal, sa mère, sont persuadés qu'il n'a rien à voir dans l'affaire des disparitions. Et alors, est-ce qu'il vous parle du bonhomme? Alors, il me parle du bonhomme. Alors, c'est un peu, bon, c'est un peu gênant parce qu'en fait, moi, je ne vais parler qu'à décharge. Hein. Je vais vous raconter l'enfance de Chanal qui m'est racontée par sa famille. C'est un petit garçon délicieux. J'ai vu des photos de lui en communion. Ils habitaient tout près d'un aérodrome pas très loin de Lyon-Saint-Étienne. Donc, il allait au fond du jardin regarder les avions s'envoler. Il rêvait de devenir aviateur et puis ensuite parachutiste. Et c'est comme ça qu'il est entré dans l'armée pour devenir para. Et puis, j'ai rencontré des personnes proches de lui, notamment la seule femme qu'il ait aimée, qui pratiquait elle aussi le parachutisme avec lui et qui était amoureuse de Chanal en secret. Elle m'a décrit un homme charmant, mais elle a fini par me dire, moi j'étais amoureuse de lui, mais il n'y a jamais rien eu entre nous. J'ai l'impression que j'étais pour lui une amie, une excellente amie. Je n'ai jamais été rien de plus qu'une amie. Est-ce que chez toutes ces personnes que vous avez rencontrées, il y avait la connaissance de l'homosexualité de Chanal ou pas? Non, personne. Ni sa famille, ni ses amis? Ni sa famille, ni ses amis. Alors, militaire modèle ou Rambo fou? Qui est Pierre Chanal?
qu'on découvre, c'est qu'il a une double personnalité. Vu sa profession, vu son grade, et par rapport à son comportement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pas du tout le même personnage. À la caserne, Pierre Chanal est réputé pour sa sévérité. Ses chefs notent son sens aigu de la discipline et du respect de la hiérarchie. Au moment de son arrestation, il est en poste au centre équestre de Fontainebleau, mais il a fait l'essentiel de sa carrière au 4e régiment de dragons de Mourmelon, de 77 à 86. L'armée est sa vraie et sa seule famille. Il nous est décrit par tout le monde, je fais abstraction des appelés, qui l'ont subi, mais par ses collègues ou voire par ses supérieurs, c'est l'archétype du militaire, c'est celui dont on ne peut se passer. Rien ne pouvait laisser soupçonner une telle déviance. Je dirais même que tous les 2 mois, je voyais les appelés de son escadron qui quittaient le service actif. C'est une tradition dans la militaire, tous les 2 mois on discute et on leur pose des questions sur leur vie quotidienne. Jamais aucune plainte sur ce sous-officier n'est parvenue jusqu'à moi. Pour comprendre l'homme sous l'uniforme, Jean-Marie Tarbes va mettre ses pas dans ceux de Pierre Chanal. Ils le conduisent directement au club de parachutisme de Mourmelon, là où l'adjudant-chef Aimé Passé tout son temps libre. Là, nous nous trouvons sur le site du Paraclub de Reims, qui se trouve carrément sur le camp de Mourmelon. Il venait ici déjà pour assouvir sa passion du parachutisme, mais aussi parce qu'il était un instructeur national et que ses cours étaient fort prisés et qu'il était très très apprécié par les élèves fréquentant le Paraclub. Il était très apprécié pour le largage. Il mettait beaucoup les élèves en sécurité pour leur premier saut, pour la première rafale de premier saut, ou même le type qui commençait à faire de la chute libre, il rassurait les types dans l'avion avant qu'ils franchissent la portière. Pendant plus de 10 ans, Jean-Paul Allard côtoie Pierre Chanal au sein du club de parachutisme. C'est un ancien journaliste de détective. L'arrestation de Chanal, son compagnon de saut, est une vraie surprise. Le dernier sur qui les soupçons se seraient portés, c'est Chanal. Pourquoi? Parce que c'était, je peux pas dire l'autorité morale, ça serait grotesque, mais parce qu'il était très équilibré, parce qu'il était sérieux, parce qu'il était, parce qu'on lui connaissait pas de faiblesse finalement. Pierre Chanal, un homme sans faiblesse mais qui cache des secrets. Même au sein du Paraclub, l'adjudant-chef se confie peu. C'était un garçon qui était tout à fait courtois, gentil, serviable, distant, froid, mais très agréable à fréquenter. Mais je ne lui connaissais pas d'amis, il n'avait pas de relation amicale, je ne l'ai jamais vu partir bouffer avec un bon copain dans un restaurant, ces relations étaient extrêmement superficielles. Ses amours, Chanal n'en parle jamais. À la fin des années 70, Jean-Paul Allard est pourtant le témoin d'une idylle au sein du club. La seule aventure vraiment sentimentale qu'il a eue, c'est avec une jeune fille qui avait 20 ans de moins que lui d'ailleurs. C'est la seule fois où je l'ai vu assister à une soirée du club. Parce que la fille était là, visiblement, et il était très attentionné avec elle. Non, c'était la romance. D'ailleurs, quand ils ont rompu, j'ai su par la suite que c'était pour des raisons, leurs amours ne pouvaient pas aboutir charnellement. Quand ils ont rompu, il a disparu du terrain, on ne l'a plus vu. La romance est un échec. Pierre Chanal s'éclipse pendant quelques mois du Paraclub. Depuis, personne ne lui connaît de liaison amoureuse. Sa sexualité reste dans l'ombre, un mystère sur lequel les enquêteurs vont buter. Jamais personne n'a pu ouvertement nous faire état de son côté pervers sexuel, homosexuel, tout comme on n'a jamais pu identifier un seul partenaire, homme ou femme,
puisqu'il nous dit les deux. Jamais on n'a pu identifier, même dans les milieux homosexuels, même dans les milieux de la prostitution. Jean-Marie Tarbes persiste. Puisque Pierre Chanal est incapable de donner les noms de ses partenaires, alors le gendarme va aller sur les lieux de drague pour tenter de les retrouver. Je me souviens faire ce qu'on appelle la chèvre, dans notre jargon, c'est-à-dire dans des endroits bien déterminés, identifiés comme étant des endroits de réunion d'homosexuels. J'étais bien entendu en civil à côté de la voiture, debout, et j'attendais qu'on m'aborde. Et un de mes collègues était caché, lui, dans les fourrés avec sa carte professionnelle à la main, et bien entendu, je priais constamment pour que dès que je sois abordé, il saute de son fourré. Bon, ceci étant, effectivement, nous avons par ce biais identifié des tas et des tas de personnes qui reconnaissaient fréquenter ces endroits. Aucune de ces personnes n'a reconnu Pierre Chanal comme étant ni un habitué, ni un client, ni personne. Le seul partenaire sexuel connu de Pierre Chanal s'appelle donc Palache Falvé, le jeune autostoppeur retrouvé violé dans son minibus. C'est aussi la seule preuve de son homosexualité. Si on n'avait pas piqué dans le camion, la main dans la braguette d'un touriste hongrois, je ne l'aurais pas conçu. Le connaissant pas d'ailleurs. Vous voyez, on fréquente quelqu'un pendant des années, on croit le connaître, on s'aperçoit que finalement il vous donne un visage qui n'a rien à voir avec sa personnalité profonde. Cette part d'ombre de Pierre Chanal est explorée par les experts psychiatres. Leurs conclusions sont édifiantes. Ils décrivent une personnalité compulsive, obsessionnelle, sadique. Chanal cherche la jouissance dans des conduites déviantes. Il prend du plaisir dans la souffrance d'autrui. Alors là, il y a toute la vie de Chanal racontée par lui. Il y a son enfance, il raconte qu'il a 15 frères et sœurs. Ils sont 16. 16 enfants dans la famille Chanal. Il est le 5e, lui. Il raconte une enfance terrible. Un père alcoolique qui s'endort le soir sur la table de la cuisine près de sa bouteille de vin après avoir insulté sa femme. Il raconte les enfants qui dorment dans une seule chambre et certains autres dans un local à grains pour les poules. Et lui? Lui dort dans un escalier. Ouais, donc c'est sa chambre. De souffrance. Réel, et c'est pour ça qu'il va quitter la famille. Il s'en va à 18 ans et c'est un soulagement, il retrouve un nouveau souffle, il part dans l'armée et il va devenir un soldat bien noté jusqu'en 1977, il est adjudant-chef. Là, il se passe quelque chose qui montre un petit peu la personnalité de Pierre Chanal, qui sait s'affranchir des règles. Il organise au cours d'une séance de tir d'entraînement, supposée être une séance de tir avec des balles à blanc, une séance à tir réel, avec de véritables balles. C'est interdit, évidemment. L'un des appelés va en parler à une personne qui va en parler à un journaliste. La presse locale s'en empare. Chanal quitte ce régiment. On est en 77 et c'est un tournant, hein, ça. C'est un tournant. Il est muté à Mourmelon. Et là, l'expert psychiatre note que la personnalité de Chanal va changer. C'est à partir de ce moment-là qu'il ne verra pratiquement plus sa famille. Il n'ira plus à Saint-Étienne rendre visite à sa mère et il se renferme. Il coupe les ponts, il se renferme. Alors elle est très intéressante cette expertise psychiatrique parce que elle parle par exemple de Chanal qui raconte ses premières aventures sexuelles. Il a 19 ans. Donc il a bu, il a son premier rapport sexuel. À 22 ans... Hétérosexuel ou homosexuel? Hétérosexuel. Le premier est hétérosexuel. Hétérosexuel. À 22 ans, il raconte ce qu'il appelle, lui, une partie carrée, où il va vivre une expérience homosexuelle et hétérosexuelle. Donc ils sont 4 en fait. Ils sont 4. Après ça, il ne racontera que ses expériences homosexuelles, en précisant jamais avec des types de l'armée, c'était des gens de l'extérieur que je rencontrais dans des endroits spécifiques. On entre dans la vie sexuelle de Pierre Chanal et on entre dans ses déviances. L'expert note l'exhibitionnisme, le voyeurisme, le sadisme sexuel, les conduites masturbatoires. Chanal
exprime par contre un sentiment de tristesse et surtout de honte, mais aucun sentiment de culpabilité. Jamais, écrit l'expert. De honte. De honte. Chanal semble avoir besoin de recourir à des actes déviants pour obtenir une excitation sexuelle. Il exerce des activités sexuelles sur un partenaire non consentant, c'est son plaisir, le plaçant dans des conditions d'humiliation, de souffrance psychologique en utilisant des liens. Il répète, l'expert réécrit « Nous sommes frappés par l'absence de culpabilité chez Monsieur Chanal ». Et puis, cette note supplémentaire, qui dit que la conduite de Pierre Chanal peut évoluer vers des actes plus graves, tels que le viol ou la torture. L'adjudant-chef Pierre Chanal a le profil parfait du tueur traqué par les gendarmes. Du coup, l'affaire semble bouclée. C'est vrai qu'on avait tellement galéré pour arriver jusqu'à lui qu'on était intimement persuadés, le capitaine et moi et le juge d'instruction de l'époque, que le plus dur avait été fait et que là c'était qu'une question de semaines, voire de mois. On s'était même permis d'avancer un certain nombre de mois. En 2 à 3 mois, c'est une certitude, la culpabilité de Pierre Chanal sera démontrée pour tous les disparus. L'adjudant-chef n'a pas d'alibi. À chaque fois, il est présent tout près du lieu de la disparition, même après sa mutation en région parisienne. Ainsi, début août 87, Chanal est en vacances, il sillonne les routes avec son combi, routes sur lesquelles Trevor O'Keefe fait de l'autostop. Et il séjourne au bord du lac du Der, là où on retrouvera les affaires du jeune Irlandais. Enfin, le jour de la disparition de Patrick Gache, il est à Mourmelon. La preuve, un chèque signé Pierre Chanal, le 30 avril 87, dans un supermarché. Chanal répondra qu'il n'était pas là. On va retrouver la preuve qu'en fait, il était allé au Paraclub ce jour-là, qu'il est passé à proximité, et on va avoir la preuve qu'il était là à ce moment-là. C'est-à-dire que même pour les crimes qui pourraient avoir un petit éloignement par rapport à lui, on le retrouve. Maintenant, les gendarmes doivent dénicher la preuve, l'élément matériel incontestable pour relier Chanal à tous ces disparus. Par exemple, chez lui, des vêtements de l'un d'entre eux ou une cassette vidéo sur laquelle Chanal aurait filmé l'agression de l'un des jeunes, comme il l'a fait avec Palach-Falvé. Je dis obligatoirement, ce type-là va avoir laissé quelque chose. Obligatoirement, il y a quelqu'un qui va craquer, qui va nous parler, et puis rien. Rien, malheureusement rien. Toujours aucune preuve directe. Alors les gendarmes décident de désosser le fameux combi Volkswagen de Chanal. L'expert Loïc Leribaud prélève le moindre objet, la moindre trace suspecte. Pierre Chanal était à côté de moi pour regarder les prélèvements. Il était attaché, enchaîné, bien entendu. Il y avait un chien d'attaque, des gendarmes partout avec des pistolets mitrailleurs. Il y avait, je sais pas, il y avait peut-être 30 personnes, 40 personnes. Et je suis resté 2 jours à explorer, vider le combi, à faire les prélèvements à l'intérieur. Donc j'ai trouvé de nombreux cheveux, plusieurs centaines de cheveux à l'intérieur, de nombreux objets également qui ont été saisis, mis sous scellés. Tiens, à qui sont ces dizaines, ces centaines de cheveux et de poils retrouvés dans le véhicule? Loïc Leribaud affirme que des cheveux sont différents de ceux prélevés sur la personne de Pierre Chanal, donc ne lui appartiennent pas, et que parmi l'ensemble des cheveux découverts immédiatement dans le combi, 6 cheveux sont de classes différentes. Il faut se remettre à la place de l'enquêteur qui entend ça et qui se dit 6 cheveux différents, 6 disparus, bon, on a vite fait un amalgame, on ne s'emballe pas non plus, mais effectivement, il y a matière quand même à travailler et à se dire, bon, il y a une ouverture. À l'époque, impossible d'en dire plus. Les analyses ADN ne sont pas encore pertinentes, la science ne permet pas encore de déterminer un profil génétique à partir d'un simple cheveu. Maître Gonzalez de Gaspard est le premier avocat de Pierre Chanal. Tout peut se retrouver dans un combi. La seule chose, c'est qu'évidemment, il faut que Pierre Chanal s'explique. Et ce qu'il fait, et ce qu'il a fait, à savoir que s'il y a des cheveux, c'est parce qu'il a pu transporter des jeunes recrues et que cela n'implique absolument pas qu'il les ait violés et qu'il les ait tués ensuite. Mais dans le bric-à-brac du véhicule, l'expert Loïc Leribaud s'intéresse aussi à un objet, une pelle pliante couverte de terre.
On m'a demandé de faire une analyse comparative entre cette terre et la terre de l'endroit où le jeune Trevor O'Keeffe, son corps avait été découvert. Et la conclusion, c'était que les deux terres étaient identiques. Par conséquent, la pelle de Pierre Chanal a servi à creuser la tombe de Trevor O'Keeffe. Enfin, une expertise qui confond Pierre Chanal. Mais elle est dans le dossier Trevor O'Keeffe. Celui-ci est instruit à part au tribunal de Saint-Quentin, distinct du dossier des disparus de Mourmelon. Quoi qu'il en soit, à Saint-Quentin, l'expertise est sans suite. Pierre Chanal n'est pas inculpé pour autant. Et dans l'enquête de Mourmelon, la preuve fait toujours défaut. Alors les gendarmes jouent leur va-tout. L'interrogatoire, le face-à-face. On n'arrivait pas d'un côté à faire avancer notre enquête par la découverte d'un élément matériel. On s'est dit, bon, c'est incontournable, il va falloir passer à l'affrontement. Bon, il a fallu préparer cet affrontement. Et c'est un doux euphémisme lorsque je parle d'affrontement, parce que ça a été vraiment très pénible, certainement pour lui, mais je crois psychologiquement à la limite plus pour nous, parce que là aussi, nous avions mésestimé ou sous-estimé les forces en présence. L'interrogatoire dure 46 heures et 30 minutes. Pierre Chanal doit répondre à 660 questions. Et il tient le coup. Familier des stages commando, l'adjudant-chef connaît toutes les techniques pour résister à la pression. Au bout de 3 jours, on ne savait plus lequel de nous était en garde à vue. C'était un moment très très fort. Un moment très fort où j'ai vu Pierre Chanal sous tous les aspects. Je me souviens de Pierre Chanal détendu, pratiquement souriant quelquefois, bavard, puis entré totalement dans un mutisme, jusqu'à pratiquement une crise de nerfs, où on a été obligé, avec le capitaine Vaillant, d'intervenir tous les deux pour au moins le maîtriser, pour éviter qu'il se fasse lui-même du mal. Et déjà, quand il ne veut pas répondre, Pierre Chanal emploie la force contre lui-même. Je l'ai vu, lui-même, je ne vais pas dire s'auto-mutiler, mais s'auto-agresser, pour éviter de répondre à toute question embarrassante, se projeter violemment la tête sur le bureau, et se retourner et se projeter dans l'armoire métallique qu'il y avait derrière lui, et se mettre par terre, s'étendre par terre, totalement raidi, et ne plus bouger, ne plus parler, avec la mâchoire complètement crispée. L'enquête est de nouveau dans l'impasse. Pas d'aveu, pas de preuves matérielles, et donc pas de mise en examen de Pierre Chanal sur les dossiers de Mourmelon. On a finalement fait croire qu'on avait besoin de quelque chose de plus pour démontrer qu'il était coupable. Moi, je suis persuadé qu'on n'a pas besoin de quelque chose de plus. Pierre Chanal se suffisait à lui-même. Et donc, ce quelque chose de plus, c'était la preuve matérielle. Et on est parti dans cette logique que sans preuve matérielle, eh bien, le dossier ne tenait plus. Du coup, lorsqu'en octobre 90, Chanal entre dans la cour d'assises de Saône-et-Loire, c'est pour être jugé uniquement pour le viol du jeune Hongrois. Pas question de parler des disparus, même si tout le monde est là pour voir le visage du Rambo de Mourmelon. Vous vous appelez Chanal Pierre, né le 18 novembre 1946 à Saint-Étienne. Vous étiez militaire de carrière, c'est exact? Pierre Chanal, quand il entre dans le box des accusés, c'est la bête traquée qui entreprend son chemin de croix. Il sait qu'il en a pour 3 jours et que ça va être terrible, qu'il va être laminé. Alors effectivement, il est secoué de tics, il est introverti, il a le regard fuyant. Et en même temps, curieusement, il y a une rupture dès lors qu'il doit s'expliquer sur les faits. Ce matin, en écoutant le récit de Pierre Chanal, on aurait pu croire qu'il s'agissait des meilleures pages d'un livre du marquis de Sade. En fait, c'était le calvaire vécu par l'autostoppeur hongrois. Chanal décrit ses assauts contre Palach-Falvey comme un militaire revit ses opérations commando. Il n'épargne aucun détail. C'est un procès classé X. Pierre Chanal raconte froidement, minutieusement, chacune des étapes. Face à lui, sa victime, Palach-Falvey. Le jeune homme est venu de Budapest. Présent à l'audience, il replonge vite dans le cauchemar.
Quand j'ai réalisé qu'il était là, tout près de moi, j'étais vraiment effrayé. Rien que sa présence, c'était affreux. Autre mauvaise surprise pour le Hongrois, la défense de Pierre Chanal. L'accusé reconnaît avoir forcé le jeune homme et l'avoir violé. Mais Pierre Chanal affirme qu'au début, Balázs Falvé était consentant. Pire, qu'il aurait provoqué la situation. C'était très stressant pour moi. Tout le monde m'observait, regardait comment je me comportais pour savoir si j'étais homosexuel ou non. Même les 12 jurés me regardaient bizarrement pour voir comment je me comportais. C'était très éprouvant. Ce pauvre Balázs Falvé qui se retrouve à déposer à la barre en tant que victime, avec beaucoup de courage, et qui d'un seul coup se retrouve presque accusé d'avoir provoqué l'adjudant-chef Chanal, de l'avoir finalement, comme une jeune femme, d'avoir retroussé non pas sa jupe mais son short pour lui montrer ses cuisses, c'était scandaleux. Cette thèse de la défense ne convainc pas, surtout après le visionnage à l'audience de la cassette vidéo filmée par Chanal, où l'on voit la victime enchaînée, obligée de se masturber. Sur les images, la détresse de Balázs Falvé est évidente. Les familles de disparus présentes à l'audience voient tout cela. Ces images très crues. Gisèle Havet regarde le film en compagnie du capitaine Vaillant. Quand j'ai vu les choses de masturbation, vous savez, j'ai pensé à mon fils et aux autres gosses. Alors, je crois qu'il faut nous comprendre. Les familles, on n'a pas de corps, on est tout seul. C'est trop triste. L'ombre des disparus de Mourmelon, elle a plané d'un bout à l'autre à cause de la présence des familles de victimes, à cause de la présence de l'enquêteur, à cause de la presse dont je fais partie, qui était intriguée par le personnage et qui ne voulait pas voir en lui à ce moment-là qu'un seul violeur de Hongrois. Ça a pollué le procès, c'est clair. Au moment du verdict, cette ombre risque de peser dans la balance. L'avocat général réclame 15 à 20 ans de réclusion contre Pierre Chanal. Son avocat exhorte les jurés de ne pas confondre les deux affaires. Attention, ne vous trompez pas de procès, c'est le procès de Chalon-sur-Saône et pas de Chalon-sur-Marne, c'est le procès du viol, ce n'est pas le procès des disparus de Mourmelon. Songeur, inquiet, Pierre Chanal durant le délibéré pendant lequel 12 hommes et femmes décident de son sort. À quelques mètres de lui, Balázs Falvé, le verdict est un peu pour lui une délivrance, une reconnaissance. Pierre Chanal est resté de marbre quand la Cour a annoncé les 10 ans de réclusion criminelle pour... 10 ans pour une séquestration et un viol. Dans les annales judiciaires, la sentence est lourde. Elle me paraît lourde et je suis certain. Quoi que l'on en ait dit tout au long de la procédure, que la ville dont vous connaissez parfaitement le nom, c'est-à-dire Mourmelon, a beaucoup joué dans la présente affaire. 10 ans, c'était un bon début. Ils avaient le temps d'enquêter sur les disparus. Ils tenaient l'homme, le minibus, mon témoignage. Ils pouvaient tout faire cadrer si c'était possible. Je pensais que 10 ans, c'était assez. Madame Havet, au procès de Pierre Chanal pour le viol de Balázs Falvé, on n'a pas parlé de la disparition de votre fils Serge, et pourtant, vous étiez là. Ah oui. Pourquoi? C'était convenu qu'on le jugeait pour le jeune homme qui était là. Mais je voulais le voir de près, voir sa tête, et puis donc les journalistes de Reims m'emmenaient avec eux. La première fois que vous voyez Chanal, parce que vous ne l'aviez jamais vu avant le procès? Je ne l'avais jamais vu, non. Et alors? Non. On voyait que c'était un homme qui était malade. Malade, moi je ne dis pas autre chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez Chanal, vous vous dites, il a pu faire à mon fils ce qu'il a fait à Balázs Falvé. Voilà. Oui, et ça, je le garde toujours comme ça. Quand je le vois, je dis... Et pendant le procès, il vous regarde, Pierre Chanal? Oh, non, il ne regardait même pas sa mère. Sa pauvre mère qui me disait, mon petit Pierrot, il n'y avait pas de regard pour elle. On dit que s'il a eu 10 ans, comme vous dites, ouais, c'est un peu à cause de vous, parce que vous étiez là, et qu'il a été un peu condamné aussi pour les disparus de Mourmelon. Oh, non, moi j'ai pas... Est-ce qu'il y a... Je défends nos enfants, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a personne qui les défend. Condamné pour le viol du jeune Hongrois,
Pierre Chanal purge ses 10 années de prison. L'enquête sur les disparus est au point mort. Chanal n'est toujours pas mis en examen dans ce dossier. Il va s'écouler des années durant lesquelles les gendarmes sont à la recherche d'une preuve. Et ces années s'écoulent d'autant plus sereinement que Chanal est en prison. Tout le monde se dit, on a le temps. Parce que même avec un jeu de remise de peine, bon, il est au placard pour un moment. Mais alors, pourquoi ces silences? Les familles de disparus trouvent le temps long. Alors elles vont sur les plateaux de télé dire leur désarroi. Et pour la première fois, la justice leur répond publiquement, en la personne du nouveau procureur de Châlons-en-Champagne, Patrick Poiret. Mais si j'ai souhaité participer à votre émission, Jean-Pierre Foucault, c'est pour dire que je suis avec les victimes, que la justice n'est pas contre les victimes, mais avec celles-ci. C'est probablement l'enquête la plus importante depuis l'après-guerre pour la gendarmerie. C'est donc un dossier très important. Faut-il donc le rater? Ce genre de dossier exceptionnel porte en lui-même les risques de l'erreur judiciaire. Il y a un risque. La justice est peut-être lente, il lui faut avancer tout doucement pour accumuler des preuves et non pas des présomptions. La vérité, c'est pour? Pas de délai, mais le plus proche possible. Merci. Vous intervenez quand bon vous semble. J'ai pas fait de promesse, mais j'ai pas voulu non plus cacher les issues possibles. Nous étions à la recherche de preuves scientifiques puisque nous n'avions pas d'autres preuves. Et entre une conviction de partie civile d'une culpabilité et la preuve judiciaire d'une culpabilité, il y a une marge entre la raison et la passion. Pour trouver la preuve, la justice mise une fois de plus sur les cheveux retrouvés dans le combi de Chanal. Un laboratoire de Metz a mis au point une technique expérimentale qui utilise le laser. Il lui faudra 3 ans pour aboutir à une expertise décisive. Après des années de doutes et d'interrogations, le mystère serait levé grâce à un cheveu appartenant à l'une des victimes mais qui a été retrouvé dans le camping-car de l'ancien adjudant-chef. Il y a des cheveux de disparus dans le fourgon de Pierre Chanal. C'est une des conclusions de ce rapport. En fait, un seul cheveu retrouvé dans le véhicule appartiendrait au dernier disparu, Patrick Gache. En juin 93, 5 ans après son arrestation pour le viol de Palach-Falvey, l'ancien adjudant est donc mis en examen pour séquestration et assassinat dans 6 des dossiers de Mourmelon. Face à la juge d'instruction et au procureur, il ne montre aucune émotion. Il a été d'une impassibilité extraordinaire, sans aucune réaction, face quand même à une mise en examen pour des faits d'une incroyable gravité. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'il soit impressionné. Ce que moi j'attendais, s'il était innocent, qu'il y ait un geste, un acte ou une parole qui marque, dès le début du processus judiciaire, qu'il n'était pas d'accord. Et même j'ai un souvenir qui n'est pas de procédure, donc je peux en parler. Dans les couloirs, après, je tente de provoquer une réaction hors procédure en disant dites quelque chose, si vous êtes innocent c'est le moment de le dire, etc. Aucune réaction de Chanal qui m'a tourné le dos, qui est reparti avec l'escorte. Donc un bloc. Son cri d'innocence, Pierre Chanal le pousse depuis sa cellule de prison. Dans une lettre adressée à sa sœur, il dit ne plus supporter toutes ces accusations et vivre un vrai cauchemar. Alors, il fait une première tentative de suicide. Évidemment, cette mise en examen retarde une éventuelle remise en liberté, car Pierre Chanal a déjà purgé la moitié de sa peine pour le viol de Palach-Falvey et peut bientôt bénéficier d'une libération conditionnelle. Les familles de victimes bénissent ces résultats d'analyse, mais les experts parlent au conditionnel. L'expertise est contestée, on essaye de faire des contre-expertises, et là on commence à perdre un temps infini. On avait perdu 3-4 ans pour la première expertise, et on va perdre tout ce qu'on veut comme temps pour des pseudo-expertises qui ne seront jamais faites. Le dossier va partir à volo. Des juges vont se succéder à certains moments qui vont décider de ne pas travailler dans le dossier. Et le dossier va traîner et se déliter. Une affaire semble même totalement oubliée, celle de Trevor O'Keefe, le jeune autostoppeur irlandais retrouvé étranglé en 87 au bord de la Nationale 44. Depuis 7 ans, sa mère, Héroline, n'a aucune nouvelle de l'enquête. Même si elle a une sépulture sur laquelle se recueillir, la mort de son fils reste une énigme. Les policiers en France m'avaient promis qu'ils feraient tout pour retrouver le meurtrier de mon fils et qu'ils le feraient le plus vite possible. Mais nous attendons toujours.
L'enquête devait être rapide et en fait, ils n'ont rien fait. Madame O'Keeffe ne sait rien des disparus de Mourmelon. Elle ignore que Pierre Chanal est depuis son arrestation le suspect numéro 1 pour le meurtre de son fils. Car le dossier O'Keeffe est instruit à Saint-Quentin, dans le nord de la France, là où on a retrouvé le corps du jeune Trevor, loin de Mourmelon. Et là, personne ne s'occupe d'informer cette famille irlandaise. Nous étions vraiment désespérés. Trevor était mort et enterré. Et il ne se passait rien. Alors nous avons pris les choses en main. Ma sœur et moi sommes retournés en France. Nous avons trouvé un nouvel avocat. Et là, des gens nous ont aidés. Dominique Rizet, Madame O'Keeffe est donc à la recherche de personnes qui pourraient l'aider à relancer l'enquête sur la disparition de son fils. Et elle vient vous voir. Pourquoi vous ? Écoutez, avant d'arriver, à l'époque je travaillais à France Soir, jusqu'à nous, elle a fait toute une enquête. Elle a demandé à l'ambassade d'Irlande en France de lui faire une revue de presse. Et dans cette revue de presse, il y a plusieurs articles que j'ai écrits sur cette affaire depuis 88. Et donc, elle vient tout naturellement me voir, comme elle aurait pu aller voir un autre journaliste qui avait aussi écrit sur cette affaire. Donc, un matin, elle pousse la porte du journal ? Elle pousse la porte du journal. Elle arrive avec une dame qui est sa sœur. Elle se présente. Je suis la maman de Trevor O'Keeffe. Et en fait, ce qu'elle voulait, c'était des conseils. Parce que personne ne l'avait renseignée. Personne ne lui avait dit ce qu'elle devait faire, c'est assez étonnant d'ailleurs. Elle était complètement isolée. Elle était totalement isolée. Le corps de Trevor O'Keeffe avait été retrouvé dans l'Aisne, près de Saint-Quentin. La gendarmerie locale lui avait remis le corps et lui avait dit écoutez, on enquête, on vous tiendra au courant, et rien ne s'était passé. Alors, moi je lui ai conseillé de trouver un avocat français, de désigner un avocat français. Et c'est là qu'elle est allée donc choisir Éric Dupond-Moretti, qui lui a demandé de se constituer partie civile, et c'est là que vraiment l'affaire Trevor O'Keeffe a démarré. Et vous avez aussi poursuivi votre enquête sur la disparition de Trevor O'Keeffe. Oui, bien sûr, moi j'ai continué à travailler, et puis là en plus, je disposais quand même d'un témoin essentiel en la personne de Madame O'Keeffe. Je suis allé plusieurs fois la voir en Irlande, on a refait les itinéraires de déplacement de son fils, j'ai revu les dernières personnes qu'il avait rencontrées en France, et puis c'est passé quelque chose d'assez étonnant. Un jour, on a appris que dans le camping-car de Chanal avait été retrouvé plus d'une trentaine de slips d'hommes de tailles différentes. Ouais. Quand les gendarmes ont questionné Chanal en lui demandant pourquoi il possédait tous ces slips, dont la plupart d'ailleurs ne lui allaient pas, il a répondu qu'il achetait ses sous-vêtements par correspondance, que parfois la taille n'était pas bonne mais qu'il les conservait quand même. Mais surtout, parmi ces slips, il y en avait 2 ou 3 qui étaient fabriqués en Grande-Bretagne. Il y avait une étiquette Made in UK. Et un jour, où j'en parlais avec Madame O'Keeffe au téléphone, elle m'a dit mais moi j'ai encore des sous-vêtements appartenant à Trevor. J'ai sauté dans un avion, je suis allé à Naas, près de Dublin où elle habite, et on a cherché dans les affaires de son fils, et on a trouvé 2 slips exactement identiques à ceux retrouvés dans le camping-car de Chanal. Et ces sous-vêtements, je les ai rapportés en France. L'avocat de Madame O'Keeffe, Éric Dupond-Moretti, les a remis à la justice. Ce qui est intéressant, c'est que ça va faire partie, avec d'autres choses, du fameux faisceau de présomptions qui font penser qu'il n'a pas dit tout ce qu'il savait sur ce qu'on a retrouvé dans son camping-car et toute la vérité sur cette affaire. Éric Dupond-Moretti devient l'avocat de la famille O'Keeffe. Il prend le dossier en main en 1994 et il est stupéfait de découvrir que Pierre Chanal n'est toujours pas officiellement mis en cause dans cette affaire. Je suis ahuri parce qu'il y a un certain nombre de charges et un certain nombre d'éléments que personne ne semble avoir exploités. Les magistrats ont changé, le parquet de Saint-Quentin n'est pas informé de ce qu'il y a dans le dossier, pour une raison simple, c'est que le juge d'instruction, en tous les cas le dernier en date, ne lui a rien dit. Une fois informé, le parquet met Pierre Chanal en examen pour le meurtre du jeune Irlandais, sur la base des prélèvements de terre retrouvés sur la pelle qui était dans le camping-car. Mais le juge d'instruction ne croit pas à la culpabilité de Chanal. Et Madame O'Keeffe va très vite s'en apercevoir. Jusqu'en 1994, elle est dans l'ignorance totale de ce qui se passe. Totale. Et il a fallu se battre vraiment pour qu'elle soit reçue par le juge d'instruction, qu'il a reçu d'ailleurs comme un chien dans un jeu de quilles. Bon. J'ai vu le juge Marien dans son bureau. Je voulais récupérer les affaires de mon fils. Il m'a dit, je ne les ai pas, tout est à Amiens chez les gendarmes. Je lui ai dit que j'attendrais.
Alors il est allé dans une autre pièce, il est revenu avec et il a tout jeté sur le sol devant nous en nous demandant si c'était ça. Par terre? Oui, oui, par terre. Qu'est-ce que c'était? C'était le sac appartenant à mon fils. Héroline O'Keeffe a le sentiment que l'instruction a été bâclée. Et c'est alors qu'elle apprend l'existence de cette collection de 32 slips retrouvés dans le combi, parmi lesquels ce slip rayé Made in England. Madame O'Keeffe déclare que son fils portait des slips rayés, et le slip en question est un slip rayé. Il était indispensable de présenter immédiatement à cette femme qui lavait le linge de son fils les effets vestimentaires découverts dans le combi de Chanal. Ça n'a pas été fait. Madame O'Keeffe et son avocat sont aussi atterrés à la lecture des expertises. Pour comparer les liens découverts dans le véhicule de Chanal et la manière dont Trevor O'Keeffe a été étranglé, l'expert s'est contenté de mesurer les traces d'une strangulation sur son propre cou. Méthode peu scientifique. Moi, je suis l'avocat d'une femme dont le fils a été tué, quoi. Et qu'on s'amuse avec des inepties de cette nature, c'est insupportable pour elle. Qu'on lui dit, mais attendez, on a exclu Chanal parce que un expert s'est collé une corde autour du cou, l'a serré, il a mesuré dans la glace et puis il a dit que c'était pas la même mesure que celle découverte sur le cadavre de votre fils. Enfin, ça fait bondir n'importe qui. Et voilà que pour l'analyse de la terre retrouvée sur la pelle de Chanal, il y a maintenant une querelle d'experts. La méthode de Loïc Le Ribot est contestée et les fragments de terre prélevés sur le lieu de la découverte du corps sont désormais introuvables, égarés au sein du tribunal. Il y a un certain nombre de carences, de lenteurs auxquelles nous sommes habitués. Enfin, de ce niveau-là, c'est du jamais vu. En bataillant avec le juge, Héroline O'Keeffe obtient tout de même, en mai 1995, de venir reconnaître les vêtements retrouvés en possession de Pierre Chanal. Avez-vous reconnu un vêtement? Oui, j'en ai reconnu un. J'en suis quasiment sûre. Absolument. Un des slips serait bien celui de son fils. Héroline O'Keeffe en est absolument certaine. Mais cette identification est jugée trop tardive, 8 ans après le meurtre. Aux yeux de la justice, ce dernier rebondissement ne suffit pas à maintenir Pierre Chanal en prison. Le 19 juin 1995, l'impensable se produit. Pierre Chanal est libéré. Pour moi, c'est totalement normal, puisque le normal aurait été même qu'il eût été libéré plus tôt. On ne lui a pas fait cadeau d'un seul jour, on l'a gardé jusqu'à l'extrême limite des possibilités légales. Donc c'était normal. Pierre Chanal a des droits comme tout le monde. Il peut être libéré pour bonne conduite. Mais quand vous avez vu les vidéos qu'il a filmées, vous vous demandez comment un juge a pu penser qu'il pouvait être relâché dans la société. On est tous déçus parce qu'on ne comprend pas, la justice. C'est ça le hic. Le point d'interrogation, c'est la justice. En tant que juriste, je sais que la Cour d'appel a raison. En tant qu'avocat des victimes, je trouve que c'est scandaleux. Et en tant qu'homme, je me dis, on est confronté finalement maintenant à un homme à qui on reproche des crimes graves dont je suis persuadé qu'il les a commis et qui est libéré. En juin 1995, il est libéré. Comment est-ce que vous réagissez à sa libération? Très mal. Je trouve que, encore une fois, c'est une erreur totale de la justice, un mépris absolu de nos droits, de nos vies, de notre existence, un mépris total des victimes. C'est totalement ignorer ce qui a pu se passer. C'est vraiment, c'est tourner le dos et à ces personnes qui ont été assassinées et aux vivants qui restent là et qui essayent que la vérité soit connue. Il faut être clair, Chanal est libéré pour la peine qui résulte du procès pour le viol de Falach Palvé. Oui. Vous n'êtes pas du tout impliqué pour l'instant dans l'affaire Chanal. Non, mais il y a une instruction en cours pour les disparus de Mourmelon, donc, dont mon frère, dont O'Keeffe, dont tous ceux qui sont concernés. Là, il est le suspect principal.
Chanal est libre et il retourne dans sa région de Saint-Étienne où il vit chez sa sœur. Bien sûr, beaucoup de journalistes cherchent à le rencontrer, mais la discrétion est la règle. Isabelle Orlans et Monique Derrien mettent 1 mois et demi à obtenir l'interview exclusive de Pierre Chanal, la seule et la dernière. Monique Derrien, vous êtes journaliste à Radio France à Reims et il y a sur cette bande magnétique la seule interview jamais enregistrée de la voix de Pierre Chanal. Dans quelles circonstances est-ce que vous le rencontrez? Il vient de sortir de prison. Il est sorti depuis 6 semaines et j'essaye avec ma consoeur Isabelle Orlans depuis longtemps d'obtenir cette interview. Et il se décide, donc, quand il juge le moment opportun, on se retrouve dans un hôtel du côté de Saint-Étienne et on discute avec lui. C'est plutôt une conversation à bâton rompu, en fait, pendant 2 heures. J'ai vécu 2 jours dramatiques. Hein, quand vous avez 3 brigades de gendarmerie qui se succèdent les unes après les autres pour vous interroger sur un truc, sur un autre, vous savez même plus ce que vous dites à la fin. Vous savez plus ce que vous dites. Et si j'avais pu, je dis franchement, si j'avais pu me poignarder, je l'aurais fait et je n'aurais même pas été voir le juge d'instruction parce que je me sentais tellement honteux par ce que j'avais fait en fait. Hein. Bon, c'était quand même une connerie. Je ne pensais pas pouvoir survivre, je ne pensais pas surmonter cette honte. Et je dis, si j'avais pu me poignarder, je l'aurais fait dans le camion puisque j'avais un couteau de cuisine, puisque je faisais à manger dans mon camion. On entend un homme qui parle facilement, semble-t-il. Ah, aucun problème. Facilement, intéressant, sensé, posé. La conversation a été très agréable. Parce qu'on nous l'a beaucoup présenté comme un homme fermé. Absolument pas. Presque autiste. Absolument pas. Non, non, c'est pas du tout l'homme qu'on a rencontré ce jour-là. Bon, bien évidemment, il était demandeur. Il était question pour lui de se refaire une image à ce moment-là. Donc, je suppose qu'il avait beaucoup réfléchi à cette communication, parce que c'était bien de ça qu'il s'agissait à l'époque. Mais non, il répondait très facilement à toutes les questions qu'on lui posait. À toutes les questions? Je dirais facilement à toutes les questions d'ordre général. Sur quoi ça coince? Ça coince quand on lui parle de choses très précises et qui sont un peu gênantes pour lui, dans le dossier. Non, 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 des questions précises, par exemple, sur des phases de l'histoire des disparus qui font qu'il y a un faisceau de présomption quand même contre lui dans cette affaire. Et quand on met le doigt sur ces problèmes-là, ça se passe moins bien. On sent qu'il s'énerve un petit peu. Il se maîtrise, mais il s'énerve. Et est-ce qu'il parle facilement de sa vie intime? Parce qu'il y a des clés à chercher quand même là-dedans, et notamment dans son homosexualité. Sa vie intime, non. Ça, il est hors de question de l'aborder. La seule chose qu'il reconnaît, c'est cet épisode avec l'autostoppeur hongrois. J'ai fait une connerie, dit-il, vous l'avez entendu. Je dois payer, j'ai payé, l'armée m'a dégradé, c'est normal, un sous-officier ne peut pas se comporter ainsi, et j'ai fait une connerie, on tourne la page, quoi. Alors que Pierre Chanal vient d'être remis en liberté, l'enquêteur Jean-Marie Tarbes se retrouve seul pour résoudre le mystère des disparus de Mourmelon. Le capitaine Vaillant a quitté la section de recherche de Reims. Mauvaise nouvelle dans une enquête qui a déjà connu 3 juges d'instruction. Mais Jean-Marie Tarbes ne lâche pas prise. Je n'ai pas été le seul et unique enquêteur sur ce dossier, mais j'ai été le seul présent du début à la fin. Et j'ai jamais songé une seule fois à abandonner ce dossier pour privilégier un avancement. Il fallait absolument, pour moi, pour les familles, pour beaucoup de gens, que ça se poursuive. Cette détermination, l'enquêteur va la partager avec un nouveau juge, Pascal Chapard, tout juste arrivé à Châlons-en-Champagne. Pour la première fois, toutes les affaires sont réunies dans les mains d'un seul magistrat, un seul dossier pour confondre un seul criminel. C'est le tournant de l'instruction. Dès que M. Chapard arrive, les choses se précisent. Lui, c'est un vrai juge d'instruction, c'est-à-dire que il décide de s'intéresser à l'affaire d'une part, son procureur, M. Poiret également, eux, ils vont tout faire pour essayer de permettre aux enquêteurs d'aboutir. Donc, ils vont chercher la preuve. C'est ainsi d'ailleurs que M. Chapard retrouvera des scellés
perdu dans les combles de son tribunal, quoi. Enfin, voilà. Et oui, le juge découvre des centaines de cheveux et de poils prélevés dans le véhicule de Chanal, mais qui n'ont jamais été expertisés. Tout simplement oubliés depuis 88. Et il trouve d'autres éléments pileux, en ayant l'idée de compresser le matelas mousse saisi à l'arrière du combi. Au démarrage, on nous avait dit, dans le car, il n'y a rien. En fin de compte, d'un seul coup, on explose, on met 600 cheveux qui ont été retrouvés. Or, c'est pas normal. En aucune manière, nous n'étions informés et nous n'étions au courant qu'il y avait ces centaines de cheveux dans les scellés. Donc, effectivement, la découverte tardive de ces cheveux va permettre de relancer cette enquête avec un sang neuf, c'est-à-dire avec un espoir nouveau, parce que en même temps que la découverte de ces cheveux, la science a évolué et la possibilité d'identifier par l'ADN est apparue. L'été dernier, les familles des disparus de Mourmelon craignaient que l'affaire s'achemine vers un non-lieu. Hier après-midi, la convocation du juge d'instruction Chapard relançait les espoirs. À la gendarmerie de Châlons-en-Champagne, les parents, mais aussi les frères et sœurs des 7 disparus, ont tous subi des prélèvements sanguins. Pour les experts, il s'agit d'établir le patrimoine génétique des familles afin de le comparer aux cheveux et poils retrouvés dans le véhicule de Pierre Chanal. Dans l'attente du résultat, le juge Chapard ferme toutes les portes, comme on dit en jargon policier. Il permet aux familles de visionner les vidéos filmées par Chanal, d'examiner les vêtements trouvés en sa possession. À cette occasion, les parents Denis reconnaissent le blouson en jean de leur fils. Mais là encore, l'identification est trop tardive pour être retenue. Face aux familles, le juge prend alors un engagement. Il nous a dit qu'il resterait jusqu'à la fin, jusqu'à la clôture de l'instruction. Et il l'a fait. Il avait promis de ne pas lâcher le dossier, qu'il serait le dernier juge. Dans ces cartons de la gendarmerie, le dossier des disparus de Mourmelon devenu l'affaire Chanal. 15 années d'enquête, 14 600 pièces de procédure, pour que finalement, tout se joue sur une expertise génétique. C'est le seul élément, je dirais, de l'accusation dans cette affaire. Puisque le juge d'instruction a très bien noté qu'en fait, le problème dans ce dossier, c'est qu'à aucun moment, on ne peut rapporter la preuve d'un lien direct entre Pierre Chanal et les disparus. Le seul élément qui pourrait corroborer cette hypothèse, ce sont cette fameuse expertise génétique, pour 3 d'entre eux. Patrice Denis, Patrick Gache et Trevor O'Keefe seraient donc bien passés dans le véhicule de Pierre Chanal. Des poils correspondent à leur profil génétique, c'est le résultat de l'expertise ADN. Pour le juge, ce sont des éléments décisifs, il clôt l'instruction, Chanal est renvoyé devant les assises pour la séquestration et l'assassinat des 3 derniers disparus. Pour les 5 premiers, eh bien c'est fini, le juge déclare un non-lieu par manque de preuves. Pierre Chanal est libre et plus on revient, plus on connaît la fin, et plus on revient à cette incongruité. Voilà un homme qui était mis en examen pour 8 séquestrations et assassinats. Des faits gravissimes. Cet homme était libre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que la justice n'avait pas de certitude. Pour un seul fait de cette nature, un homme est incarcéré, bien évidemment, et comparé, détenu devant une cour d'assises. Là, pour 8 faits de cette gravité, on avait considéré qu'on ne pouvait pas le mettre en détention. La liberté, ce n'est pas le signe de l'impuissance et de la médiocrité de la justice. Pour vous, c'est le signe du doute. C'est le signe du doute, de cette présomption d'innocence qui doit toujours être respectée. Chanal disait et proclamait qu'il était innocent. Il considérait que cette liberté était normale, elle lui était due puisqu'il était innocent. Ce qu'il n'acceptait pas, ce qu'il ne pouvait pas envisager, c'était d'être déféré devant une juridiction et d'être condamné parce qu'il se disait avec beaucoup de force innocent. Alors qu'est-ce qui, selon vous, déclenche la première tentative de suicide ? Parce qu'il sait qu'à partir du moment où s'enclenche le processus qui va aboutir à un jugement, ce jugement ne peut être qu'une condamnation. Il a le sentiment que le procès, c'est en fait la simple mise en scène de sa condamnation.
Pierre Chanal doit passer devant les assises à partir du 13 mai 2003, 14 ans après son arrestation, 22 ans après la première disparition de Mourmelon. À ce moment-là, Chanal est libre. C'est la conséquence de la longueur de l'instruction. Pierre Chanal est sous contrôle judiciaire depuis 1995. Il vit toujours chez sa sœur, près de Saint-Étienne. Il a sombré dans la dépression et la veille de sa comparution devant les assises de la Marne, il met sa menace à exécution. Même étant innocent, je suis persuadé que je serai condamné parce qu'il y a eu trop d'accusations fausses, de faux témoignages. Si j'étais condamné, de toute façon, je mettrais fin à mes jours immédiatement. À Reims maintenant, le procès de l'ex-adjudant-chef Pierre Chanal, accusé de 3 des 8 disparitions de Mourmelon, devait s'ouvrir aujourd'hui, mais sa tentative de suicide la semaine dernière a fait qu'il n'est pas en état de participer au débat. Son procès est donc renvoyé au mois d'octobre, à la grande colère des familles des victimes qui attendent ce moment depuis plus de 20 ans maintenant. Je veux que le procès ait lieu, c'est tout. C'était notre souhait, ça l'est toujours, mais il sans a dit l'accuser. partout qu'il ne voulait pas venir. C'est vrai, il l'a écrit. Qu'il ne vienne pas, que son procès ait lieu. Et il y a les victimes aussi, on a droit à quelque chose. C'est pas normal, pas du tout. Les autres familles sont de mon avis. Mais je sais bien. Il faut que le procès ait lieu maintenant. Sans l'accuser, on ne peut pas le faire. Mais dans 3 mois, il recommencera, il fera autre chose. Comment est-ce que vous apprenez la tentative de suicide de Pierre Chanal à quelques heures de son premier procès? Gilles? Moi, j'ai pas appelé ça une tentative de suicide. Pour moi, c'était le fait que ça soit des médicaments, des somnifères. J'ai pas cru que c'était une tentative de suicide. J'étais convaincu, moi, immédiatement, en entendant la nouvelle à la radio, que c'était une façon de retarder l'échéance. Pendant toute la procédure, Pierre Chanal a essayé toutes les possibilités pour retarder les échéances, systématiquement. Donc on s'attendait à ce qu'il tente quelque chose à nouveau pour retarder. Vous pensiez que malgré la tentative de suicide, il fallait que le procès ait lieu à tout prix? Moi j'ai vraiment espéré que le procès se tienne. Bon, on a su rapidement par les rapports d'experts que les somnifères qu'il avait pris ne mettaient pas sa vie en danger, qu'il était en fait dans un très endormi, on va dire. Donc il est clair qu'il était en état, si on avait voulu, on aurait pu tenir ce procès. Nous étions venus, nous avons dit, ça fait 18 ans que nous attendons, d'autres familles depuis plus longtemps, le procès est prévu, il faut qu'il se tienne. Et la justice a accepté son jeu et a subi son chantage. Les familles vont donc devoir attendre, encore attendre. Les experts médicaux ont déclaré Chanal inapte à comparaître. Quelques heures après sa tentative de suicide, il a été victime d'une embolie pulmonaire. Le procès est donc reporté. Je ne peux pas leur promettre qu'il aura lieu. Je peux leur promettre que nous ferons tout ce que nous pourrons pour que la santé de Chanal soit préservée, qu'il ne puisse pas renouveler des gestes qui mettent sa santé en danger et que ce procès ait lieu dès la prochaine session utile. Et Chanal est donc envoyé en prison. La date pour le nouveau procès est fixée au 14 octobre 2003. Mais cette fois, les avocats des familles sont déterminés. Le procès doit avoir lieu, même en l'absence de l'accusé. Il n'est plus question d'attendre encore. Madame O'Keeffe, elle est à bout, elle ne supporte plus ce temps qui passe. Elle se demande même si le procès aura lieu de son vivant. Déjà, plusieurs parents de disparus sont morts sans connaître la vérité. C'est le cas de la mère et du père de Patrick Gache. Cette famille vit depuis 15 ans dans le deuil et dans l'attente. Moi, franchement, j'aimerais un jour que cette affaire ait une fin et que cette fin arrive le plus vite possible. C'est vrai, on en a marre, quoi. Aujourd'hui, j'ai 26 ans, quand mon frère est disparu, j'avais 11 ans, j'ai passé plus de la moitié de ma vie dans le soupçon et à voir mes parents minés devant moi et progressivement mourir. Et j'aimerais voir autre chose dans la vie que des deuils. J'aimerais...
Madame, monsieur, bonjour. Plus de 20 ans après les faits, l'ex-adjudant Pierre Chanal, jugé par la cour d'assises de la Marne à Reims, en grève de la faim depuis 3 mois, il a refusé ce matin de se rendre à l'audience qui a tout de même commencé sans lui. De l'hôpital de Reims où il est détenu depuis hier, l'ancien militaire ne veut pas se présenter. L'extraire de force, disent les médecins, pourrait entraîner d'importantes complications médicales s'il s'y opposait physiquement. Vous dites à plusieurs reprises dans des interviews puis devant la cour d'assises, Pierre Chanal est moribond. Oui. Ça veut dire quoi dans votre esprit? Il est moribond. Ça veut dire que je l'ai vu au cours de ces dernières semaines. Je l'ai vu 10 jours avant le procès, je l'ai vu la veille du procès. C'était un homme qui avait perdu 30 kilos. C'était un squelette ambulant. C'était quelqu'un qui se déplaçait difficilement. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas se concentrer. C'était quelqu'un qui avait du mal à parler. C'était quelqu'un qui était très mal, et physiquement et psychiquement. Ce que je ne comprends pas d'ailleurs, c'est que les experts qui ont été chargés de l'examiner n'aient pas décelé la réalité de son état. C'était quoi la réalité de son état alors maintenant? On le sait précisément? La réalité de son état, on nous dit aujourd'hui qu'il avait un cancer en phase terminale. On nous dit qu'il présentait une péritonite. Enfin bref, on nous décrit quelqu'un véritablement de moribond. Lorsque je l'ai dit, j'ai eu le sentiment de ne pas être pris au sérieux. Mais les experts, ils ont dit quoi, eux? Les experts, ils ont dit qu'il était apte à comparaître devant une cour d'assises. Certes, disait-il, il ne pourrait pas rester plus d'1 heure assis. Certes, disait-il, si on essaie de le faire venir de force, il y a un risque vital. Mais globalement, il va bien, on peut le juger. Ça veut dire qu'on voulait que ce procès ait lieu coûte que coûte, Pierre Chanal, moribond ou vif. La Cour n'utilisera donc pas la force et la chaise déjà vide au mois de mai pour le premier procès le restera encore. Sans Pierre Chanal, pas de confrontation, une succession de monologues, les débats risquent de sonner un peu dans le vide. Rien ne dit qu'au cours de ces 3 semaines d'audience, Pierre Chanal ne s'assiera pas dans son box. Il restera à la disposition de la justice dans sa chambre d'hôpital pendant toute la durée du procès. La Cour peut toujours, si elle l'estime indispensable, le faire venir, même de force. Vous étiez prêt à ce que le procès de Pierre Chanal se déroule sans lui? Oui, j'étais presque prêt à tout pour que le procès se déroule. La limite, c'était le respect minimal qu'il faut avoir pour la personne qu'on juge et on ne peut pas aller au-delà du raisonnable. Mais j'étais prêt à ce que le procès se passe sans lui pour que le procès ait lieu. Il fallait au plan symbolique que les victimes puissent faire dire publiquement ce qu'il s'était passé, les preuves qui existaient, et puissent faire dire publiquement que Chanal était bien le coupable des faits dont on l'accusait. Comment est-ce que vous intégrez le risque suicide? Chanal avait décidé qu'il n'y aurait pas de procès. La seule façon pour lui qu'il n'y ait pas de procès, il l'avait compris, ça n'était pas d'être absent à son procès, c'était d'être mort. Hein, vous savez, il gagne son procès puisque finalement, il a trouvé le seul moyen de ne pas être déclaré coupable. Dans la nuit du 14 au 15 octobre, dans la chambre de l'hôpital de Reims où il est pourtant gardé par 3 policiers, Pierre Chanal se tranche l'artère fémorale avec une lame de rasoir qu'il a réussi à dissimuler. En moins de 7 minutes, Chanal se vide de son sang. Cette fois, il a réussi. Le pire est arrivé. Pour les familles, c'est un véritable cauchemar. La présidente de la cour d'assises déclare l'extinction de l'action publique. Cela veut dire qu'il n'y aura jamais de procès Chanal. Ce suicide, c'est un aveu pour vous? C'est une signature. C'est une signature. Ça veut dire quoi alors? Si on réfléchit un petit peu à la personnalité de Chanal, c'est quelqu'un qui, lorsque le procès arrive, voit en fait remonter à la lumière quelque chose de très profondément enfoui en lui, et ce quelque chose, c'est ce qui l'a amené à tuer, à tuer et à tuer et à tuer. Et finalement, je pense que son dernier crime, c'est un crime tout à fait spectaculaire. C'est-à-dire que Pierre Chanal a fini par tuer l'adjudant Chanal. C'est la suppression du corps de l'adjudant Chanal. Et il nous dit, dernier pied de nez, je suis le plus fort. Alors maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Il y a une expression qui dit l'action de justice est éteinte. Ça veut dire que c'est fini. Mais Pierre Chanal restera à jamais présumé innocent. Je crois qu'au-delà de sa mort, c'est sûrement, effectivement, sa plus belle victoire. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de
justice française? Moi, ce que j'attends aujourd'hui, il y avait un accusé dans le box qui était Pierre Chanal. Ça, maintenant, ça y est, c'est bon, je me suis fait une raison. Pour moi, il y a quand même un deuxième accusé aujourd'hui, c'est la justice elle-même. Et moi, je continue à croire à la justice. Je continue à penser qu'il faut qu'on règle ce problème-là par les moyens légaux. Mais si je veux pouvoir être rassuré là-dessus et puis expliquer, par exemple, à mes enfants que c'est ça la bonne justice, il faut qu'elle-même, elle regarde de près en arrière et qu'elle referme pas ce dossier sans se poser les questions. Pourquoi ça a pu se passer de telle manière? Pourquoi cette procédure a duré aussi longtemps, avec si peu de résultats, avec autant d'erreurs? Vous voulez quoi concrètement? Une commission d'enquête? Moi, je voudrais une commission d'enquête. Je suis pas prêt à en rester là. Dans l'affaire des disparus de Mourmelon, il faut maintenant se contenter de cette fin. L'adjudant Pierre Chanal est présumé innocent pour l'éternité.